Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Ok. Donc on est très content de pouvoir vous accueillir dans les ateliers des Capucins pour cette 5e édition de Science en thèse, donc qui est le principal congrès, le principal événement de médiation scientifique organisé par l'association de doctorants d'Acodoc. Donc très rapidement, on va un petit peu vous faire découvrir l'association. Donc d'Acodoc, c'est une association qui est composée de doctorants brestois de tous les domaines. Donc on a un bureau de 8 personnes cette année et on a principalement 3 missions. Donc la première, ça va être de rapprocher les doctorants et de créer du tissu social entre doctorants à travers différents événements conviviaux, parce qu'en thèse, on a souvent des personnes qui viennent d'autres villes ou même d'autres pays. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer du lien et de pouvoir les intégrer le plus rapidement possible, mais aussi de pouvoir échanger quand on vient de domaines différents. Donc en parallèle, on participe également à la vie universitaire. Une de nos premières missions, ça va être d'orienter les étudiants, de démythifier la thèse et puis d'expliquer à des étudiants, par exemple en licence ou en master, ce qu'est le monde de la recherche. Et en parallèle, on participe aussi aux journées de recherche de l'UBO et on anime la table ronde. Et notre troisième mission, donc c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui, ça va être tout ce qui est médiation scientifique, notamment autour de Science en thèse. Donc c'est la 5e édition et on est très content de pouvoir tous vous recevoir aujourd'hui. Donc comme vous avez pu le remarquer, il y a 2 parties à Science en thèse. Il y a une première partie qui va être le village des sciences, dans la salle des machines. L'idée, c'est qu'il va y avoir des posters vulgarisés, donc n'hésitez pas à flâner entre les posters, à interagir entre vous pour les doctorants et puis surtout à poser toutes vos questions. On a un autre format, c'est le stand photo. Donc en fait, on a essayé de réunir un petit peu toutes les images qui peuvent représenter le quotidien des doctorants. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions là-dessus aussi. Et après, on a plusieurs stands d'animation. Donc très sympa, n'hésitez pas aussi à faire des tours, à parler aux doctorants pendant les interruptions. Et on a aussi un format jeu de piste. Donc l'idée, c'est d'essayer de retrouver des informations dans les posters. Et on fait gagner des visites de laboratoire par tirage au sort pour ceux qui auront correctement répondu aux questions. Et du coup, la deuxième partie, c'est ce qui nous concerne maintenant, c'est la partie dans l'auditorium. Du coup, avec un premier format qui va être le Ask Me Anything avec Lucie Clarisse, qui est notre invitée d'honneur, donc qui est vulgarisatrice scientifique. N'hésitez pas, pareil, à interagir beaucoup avec elle, lui poser toutes vos questions. Le deuxième format, ça va être le Quesaco des sciences. L'idée, c'est que des doctorants vont passer, vont vous montrer des documents, des images, des sons, et vous allez devoir essayer de deviner le sujet de leur thèse. Donc voilà, on fera gagner des petits bonbons pour ceux qui donnent des bonnes réponses. Je sais que ça motive toujours. Et donc le dernier format, ça va être le Pechakucha. C'est un exercice de vulgarisation scientifique dans lequel en fait les doctorants vont avoir 20 slides et 20 secondes pour slide pour vulgariser au mieux leur sujet. Donc voilà, au nom de l'association, je tiens tous à vous remercier, les doctorants, tous les intervenants, pour avoir accepté de participer aujourd'hui. Merci beaucoup aussi à tous nos financeurs, sans qui l'événement ne serait pas possible, et vraiment merci du fond du cœur. Merci à tous les membres du jury aussi qui ont accepté d'être ici aujourd'hui et d'évaluer les Pechakucha. Donc merci à Lucie et merci à Tanguy et Elias pour avoir accepté de générer l'animation. Et du coup, sans plus tarder, je leur laisse la parole. Merci Maël. Alors, on va commencer par la programmation du jour. Après les mots d'introduction de Maël et ceux de Tanguy et moi, on va passer au Ask Me Anything. Donc, on aura Lucie Clarisse qui se présentera et à la suite de sa présentation, on lancera un moment d'échange où vous pourrez poser vos questions sur sa pratique et son parcours, etc. Enfin, voilà, c'est un moment d'échange assez libre. Et donc, comme l'a dit Maël, session Quesaco, Pechakucha qui s'enchaînent. Et donc, à la fin de la journée, on aura... donc, au milieu de la journée, on aura une pause qui vous permettra de retourner dans la salle des machines pour revoir les posters et rediscuter avec les doctorants si nécessaire. Et donc, à la fin de la journée, on aura une remise des prix par le jury. Et donc, je vais laisser Tanguy vous présenter le jury qu'on aura aujourd'hui.
Alors, si Maël peut passer, voilà. Donc, tout d'abord, nous avons Christelle Legal, qui est ingénieure de recherche dans le laboratoire du lien pour laboratoire interaction épithélium-neurone et également directrice scientifique de l'IPSAM, l'Institut brestois en santé agromatière. À côté de Christelle, nous avons Fabio Perruchet, qui est chargé de médiation scientifique à Océanopolis et également journaliste à Science Ouest. Et nous avons également Laurent Corcos, qui est directeur de recherche à l'INSERM dans l'UMR 1078, génétique, génomique fonctionnelle et biotechnologie, mais aussi directeur de l'IPSAM. Et enfin, pour compléter ce jury, donc nous avons Lucie Clarisse, qui fait de la démocratisation scientifique par le dessin. Et donc du coup, on va accueillir Lucie pour le Ask Me ici. Je ne sais pas si je vais m'asseoir, je ne suis pas forcément hyper à l'aise assise, donc je pense que je vais rester debout, si ça vous va. Ça me fera digérer. Déjà, merci pour l'invitation, c'est invité d'honneur, on ne m'a jamais fait ça, donc c'est hyper gênant. Mais c'est cool. Moi, je viens de Tours, voilà, du coup, je suis vraiment trop contente d'être là, c'était un long périple, et je suis contente d'être venue jusqu'à vous. C'est pas pour rien que ça s'appelle le Finistère, hein, c'est vraiment loin. Mais c'est cool, ça vaut le coup et franchement le lieu est hyper chouette, c'est une belle découverte. Donc merci pour l'invitation. Donc ouais, je vais me présenter. Moi j'ai un parcours un peu scientifique à la base. Je sais pas si on peut passer la diapo peut-être. Ouais. Alors comme je dessine, j'ai repris mon CV que j'ai illustré, donc il est un peu vieux, ça a un peu changé, mais comme ça je vous fais un peu le parcours. Donc j'ai commencé en fait. Je suis entrée à l'université en 2003 et je suis allée jusqu'au bout. Je suis allée faire un petit doctorat en sciences de la vie et de la santé. Je travaillais sur le cancer du sein. Et en gros, mon boulot, c'était de mesurer les petits courants qu'il y a dans les cellules quand les ions se déplacent de part et d'autre de la membrane de la cellule. Ça génère des petits courants minuscules. Et donc, je mesurais ça avec des pipettes en verre et tout. C'était marrant. Ça s'appelle de l'électrophysiologie. Et donc ça m'a bien plu. Après la thèse, c'était hyper dur comme truc, donc je me suis mis beaucoup la pression. Je pense qu'il y a pas mal de doctorants et doctorantes qui peuvent comprendre ça. Et donc je me suis dit non, c'est pas trop mon truc. Par contre, j'ai fait du monitorat, j'ai donné des cours et ça j'ai adoré. Donc je me suis dit peut-être prof de bio, ça peut être pas mal après la thèse, vu que la recherche, a priori, c'est pas trop pour moi, la blouse et tout. Donc j'ai été donner un peu des cours, c'est ce qu'on voit là-bas. Sauf que comme j'aime bien changer de truc tout le temps, au bout d'un moment, je me suis dit non, en fait, prof de bio, ça me stresse trop, les élèves, tout ça, ça va pas le faire. Et donc, je suis partie en voyage à vélo avec mon conjoint de l'époque. Donc, c'est ça, le petit tandem, là. Et on a été de ferme en ferme pour apprendre plein de métiers autour de la ferme. Et on s'est arrêté dans une boulangerie. En fait, j'ai mis les mains dans la pâte et je me suis dit, ah ouais, j'ai des mains, en fait. En fait, j'ai des mains, j'ai pas qu'un cerveau. Et je peux faire des trucs avec. Et du coup, vraiment, j'ai mis les mains dans la pâte et là, j'ai fait non, mais ouais, il y a un truc, il faut que j'utilise mes mains. Et quand j'étais petite, je dessinais beaucoup. Et je sais pas pourquoi, quand j'ai commencé la fac, j'ai complètement arrêté ça. Je me suis dit non, mais je suis scientifique, pas déconner, les scientifiques sont sérieux, ils dessinent pas, c'est bon quoi. Donc, à part la première année de médecine que j'ai ratée, là, j'ai dessiné pas mal d'anatomie et tout, mais sinon, après, j'ai vraiment arrêté de dessiner quoi. Et donc, en faisant du pain, truc un peu bizarre, ça m'a vraiment mis dans mes mains et je me suis dit, il faut que je fasse un truc avec mes mains. Et comme c'était épuisant, j'étais dans une ferme bio à côté de Surgères, et c'était un four à bois, on faisait 400 kilos de pain en 3 jours, donc c'était vraiment hyper épuisant. J'ai pas réussi à tenir le coup, en fait, physiquement ça l'a pas fait, même si ça me passionnait et que c'était hyper cool. Et donc j'ai arrêté de faire ça, j'ai construit notre yourte, encore un truc avec mes mains. Ouais, c'est un parcours un peu bizarre, hein, j'avais prévenu. et donc du coup, je me suis retrouvée dans ma yourte, dans la campagne autour de Surgères, là, à côté entre Niort et La Rochelle, et à pas savoir du tout quoi faire de moi, quoi. Et donc je me suis remise à dessiner. Je me suis fait au moins un truc tous les jours. J'ai fait un dessin par jour. Et là, au bout d'un moment, je sais pas, ça m'a pris facile 6 mois. Je me suis dit mais il y a un truc à faire. Il faut que je revienne à la science. Et il faut que je mette ma créativité dedans, quoi. Et c'est là qu'est née l'envie de faire du dessin pour la science. Donc je me suis renseignée un peu. Ça existait. Ça s'appelait la facilitation graphique. Et donc l'idée, c'est d'utiliser le dessin pour rendre des concepts complexes, simples à comprendre. Donc c'est ça que j'ai commencé à faire. Et je suis devenue, donc en 2018, illustratrice et graphiste. J'ai fait une petite formation en fait en ligne. Et donc du coup, voilà, je me suis professionnalisée. Donc depuis 5 ans, j'ai monté ma boîte qui s'appelle ComNC. Donc c'est pour communication et sciences, quoi. Et donc je dessine pour illustrer la science, et en particulier la biologie, voire la médecine, pour la rendre accessible au grand public. Voilà, donc ça c'est le parcours. Je ne sais pas si on peut passer la slide. Merci. Donc ouais, on m'a demandé de venir avec des petits exemples de travaux. Donc j'ai commencé vachement par la BD.
C'était mon truc, j'aimais bien. Et voilà. Donc ça, c'est un exemple. En fait, c'est une BD qu'on a réalisée avec un de mes anciens collègues chercheurs. Donc c'était l'avantage en fait d'avoir été chercheur avant, c'est que j'avais du réseau dans mon coin, là, vers Tours, tout ça. Donc c'était assez facile de présenter mon travail aux chercheurs et de commencer à faire un projet. Donc ça parle la BD, elle parle des exosomes. C'est des toutes petites vésicules que les cellules sécrètent et qui contiennent plein de choses dedans. Il y a de l'ADN, il y a plein de petites molécules. Et ça permet aux cellules de communiquer entre elles. Donc c'est un truc qui est en train un peu d'exploser en ce moment. Donc voilà, ça c'était de la BD. Et puis après, on peut cliquer dessus, s'il te plaît. Ouais. On crée aussi des expos. Donc ça, c'est un travail collectif. En fait, je ne vous ai pas raconté, mais mon entreprise, elle est portée par une coopérative d'activité d'emploi. Je ne sais pas si vous connaissez ce modèle, mais on pourra en reparler si vous avez des questions là-dessus. Mais en gros, je suis indépendante, mais je suis salariée de ma coopérative. Donc je fais mon boulot, tout ça, et je suis portée par une espèce de couveuse entreprise, mais qui est une coopérative, donc c'est un truc vraiment collectif, un peu sympa. Et donc dans cette coopérative, il y a plein de gens qui font plein de métiers, de numérique et des arts créatifs. Et donc du coup, ça m'a permis en fait de répondre à un projet pour Nantes. Là, on a créé ce site internet qui est en fait une expo numérique qui s'appelle Micalissan. Et donc voilà, du coup, c'est ce genre de choses qu'on peut faire. Avec des développeurs qui sont super doués. Donc moi, j'ai juste fait le design et puis après, réfléchir un peu comment on pouvait faire l'expo sur le web. Donc ça, c'est accessible pour tout le monde. Donc voilà, du coup, c'est des petits dessins qui défilent. Ouais. Pas aller jusqu'au bout, je pense, mais... Voilà. Ça, c'est un genre d'exemple de truc qu'on peut faire. Après, tu peux retourner sur le... Ouais. Et donc, je me suis un peu spécialisée maintenant dans la vidéo, le motion design. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, c'est des sortes de petits dessins animés qui permettent de présenter des concepts compliqués. Donc, on va vous montrer 2 exemples. Bon, on ne voudrait pas vous faire flipper, mais depuis quelques années, de nombreux médicaments, des anticancéreux notamment, sont en pénurie, ce qui impacte le traitement des patients. Les raisons sont nombreuses, que ce soit lié à leur acheminement, à l'achat de matières premières qui les composent, ou encore du changement climatique. Et oui, certains médicaments sont produits ou extraits à partir de plantes, le plus souvent tropicales. Alors, non seulement cela pose un problème écologique, puisqu'il faut les transporter jusqu'à nous, mais en plus, il faut des quantités astronomiques de plantes pour produire un minuscule échantillon de médicaments. Par exemple, il faut en moyenne 1 tonne de feuilles pour produire 1 gramme de produit fini. On comprend alors facilement l'urgence qu'il y a à relocaliser en France la production de nos médicaments. Mais rassurez-vous, les chercheurs sont sur le coup. Ils travaillent depuis de nombreuses années afin de sécuriser l'approvisionnement de différents médicaments anticancéreux. Mais alors, comment s'y prennent-ils pour relever ce défi incroyable? Ils créent des gigaserres de façon à faire pousser ces plantes? Pas très écolo non plus, me direz-vous. Eh bien non, ils font mieux que ça. Ils utilisent des levures. Oui, les mêmes que celles de votre boulanger. Ils les transforment en véritables cellules-usines capables de produire n'importe quelle molécule du moment qu'on leur apporte l'information génétique ADN permettant de la produire. Et concrètement, ils doivent d'abord comprendre comment les plantes tropicales produisent ces molécules médicaments et trouver dans quelles séquences d'ADN de la plante sont cachés leurs secrets de fabrication. Pour cela, ils ont recours à la microdissection, c'est-à-dire qu'ils utilisent un laser pour aller isoler une seule cellule végétale qui produit des molécules anticancéreuses, de laquelle ils vont extraire l'information génétique et la passer au crible à l'aide de machines très complexes. C'est ce qu'on appelle le séquençage. Leur connaissance pointue de ces molécules médicaments leur permet de reconnaître les séquences d'ADN qui les intéressent dans cet immense bazar. Une fois isolés, ils vont insérer ces fragments de code génétique végétal dans l'ADN de leurs cellules-usines. Vous vous souvenez, les levures, on parle de reprogrammation génétique. Commence ensuite ce qu'on appelle la bioproduction. Une fois que la levure a intégré dans son propre ADN les séquences ADN de la plante, hop, elle se met à produire les molécules végétales à la demande. Magique. Ou pas. Il ne reste plus qu'à passer d'un tout petit flacon contenant peu de levure sous agitation à des bioréacteurs de volume de plus en plus important. Puis, il suffit d'extraire la molécule médicament et hop, le tour est joué. En région Centre-Val de Loire, les chercheurs ont ainsi identifié, chez les plantes, les voies de synthèse de plusieurs de ces médicaments anticancéreux. Ils ont aussi créé des cellules d'usine correspondantes. Ils passent maintenant à l'étape de bioproduction à grande échelle, en s'associant avec des industries pharmaceutiques locales. Cela permettra, à terme, de contrer les pénuries, mais aussi de réduire l'impact écologique, tout en relocalisant chez nous la production de nos médicaments. Voilà qui nous rassure.
Merci beaucoup. Du coup, ça, c'est ce genre de projet, c'est vraiment mon quotidien. C'est ce que je fais quasiment tout le temps maintenant. Et en gros, comment ça se passe ? Moi, je travaille quasiment que pour des chercheurs et des chercheuses de l'académique, de la recherche publique. C'est important pour moi, en tant qu'ancienne chercheuse, de faire ça. Après, j'ai quelques projets pour du privé et tout, mais c'est vraiment hyper important pour moi. Et en gros, comment ça marche ? Les chercheurs ou les chercheuses me sollicitent. Ils ont un projet à vulgariser. En tout cas, ils ont une enveloppe pour ça. Et donc, c'est eux qui écrivent le script, donc, tout ce qui est lu par la voix off, là, tout ce qu'on voit, soit c'est moi qui le fais, et on valide tout ça. Et puis, une fois que c'est parti, je propose des dessins, et puis on avance comme ça, en faisant plein d'allers-retours entre nous, et ça permet d'aboutir à ce genre de projet-là, quoi. Donc, c'est hyper chouette. Je suis trop contente de faire ça. Je trouve que j'ai de la chance. C'est un super truc. Je sais pas si on monte le deuxième. On a le temps ? Je sais pas, après, est-ce que ça vaut le coup ? On ne consomme pas tous l'énergie de la même manière. Des petites Lucie, pubs. travaille en horaire décalé. Donc là, c'est un exemple, ce qu'on va voir, c'est un exemple de portrait que j'ai fait pour une chercheuse, en fait, la Fondation Bettencourt-Schweller, qui valorise le parcours des chercheurs et des chercheuses. En gros, il leur donne des enveloppes pour créer des laboratoires de recherche. Et donc c'est ça que j'ai fait l'année dernière. Les cellules souches sont des super héroïnes. Et je crois que c'est pour ça qu'elles me fascinent autant. Avant de vous en dire plus, laissez-moi me présenter. Je suis Myriam Bagdadi, chercheuse en biologie à l'Institut Curie à Paris. Je suis née au Maroc et je suis arrivée en France à l'âge de 3 ans avec ma mère qui nous a élevés seuls. C'est une véritable pionnière du féminisme sans même en avoir conscience. Elle m'a transmis l'idée qu'il n'y a aucune limite. Si on veut quelque chose, on peut l'obtenir. C'est d'ailleurs ce que j'essaye de transmettre aux élèves de Nanterre, là où j'ai grandi. J'y retourne souvent pour intervenir dans les écoles. Je suis très sportive et quand je trouve le temps et l'énergie, je fais du tennis et de la dancehall. Passionnée par les sciences et le milieu de la recherche, j'ai décidé de commencer une thèse de doctorat. En 2013, j'ai contacté le professeur Shahagim Taïdjabash, réputé pour être assez exigeant avec ses étudiants. Cela ne m'a pas effrayée, je l'ai donc sollicité pour lui demander d'être mon directeur de thèse. Il a accepté et il est devenu mon mentor et un ami. Après ma thèse, j'ai fait un séjour postdoctoral de 3 ans à Toronto, dans l'équipe du docteur Tae-hee Kim, en pleine pandémie de Covid-19. Confiné loin des miens, avec la confiance de Tae-hee, j'ai décidé de rentrer avec mon projet de recherche pour le terminer à Paris à l'Institut Curie, dans le laboratoire de Dr Daniela Matic-Vinievich. Là encore, il m'a fallu convaincre car Daniela ne cherchait pas de postdoctorant. Mais vous commencez à me connaître, une porte fermée, je passe par la fenêtre. En 2022, je suis devenue chargée de recherche CNRS au sein de son équipe. Mais revenons donc à nos cellules souches. Elles et moi, les limites, c'est pas trop notre truc. Et pour preuve, ces cellules sont capables de se renouveler et de se différencier en n'importe quel type cellulaire. Pour cela, elles dépendent beaucoup de leur environnement proche, ce que l'on appelle la niche. Alors non, pas celle-là, l'autre. Elles ont toujours été le fil rouge de mes recherches. Celles qui m'intéressent sont situées dans l'intestin, et plus précisément dans une couche de cellules appelée épithélium intestinal. Cet épithélium, c'est un peu comme les montagnes russes, avec une alternance de plis, villosités et de creux, les cryptes. Les cellules souches intestinales se cachent dans ces cryptes où elles assurent le maintien et le renouvellement de cet épithélium tout au long de notre vie. La géométrie particulière de ces cryptes contribue à la rigidité et à la tension de ce tissu. Je cherche à comprendre comment les variations de ces propriétés mécaniques sont intégrées par les cellules souches intestinales et comment cela influence leur fonctionnement en conditions normales, mais aussi lors de maladies inflammatoires intestinales comme le cancer ou l'entérocolite nécrosante. Cette maladie inflammatoire grave qui touche les grands prématurés est caractérisée notamment par une inflammation conduisant à la mort des cellules intestinales et une perturbation du fonctionnement normal des cellules souches qui perdent alors leur extraordinaire capacité à se renouveler. Je suis très honorée de recevoir la dotation ATIP Avenir qui va me permettre de créer ma future équipe de recherche à partir de janvier 2025 à l'Institut Necker Enfants Malades. Avec mon équipe, nous nous intéressons en particulier au rôle de certaines protéines, les canaux piezo, situés sur la surface des cellules souches intestinales et qui sont capables de détecter des variations infimes des forces mécaniques exercées sur la niche intestinale. Nous pensons qu'en agissant sur ces canaux piezo, ainsi que sur les propriétés mécaniques de la niche intestinale, nous pourrions ouvrir la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques. Et on pourra alors affirmer haut et fort que les cellules souches sont de super héroïnes.
générique qui met 1000 ans à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des exemples de ce que je peux faire et de ce que je fais. Voilà. J'ai un peu fini. Ah non, j'ai pas fini, pardon. J'ai pas fini. Un truc hyper important. C'est parce que j'en fais beaucoup moins, mais à la base, mon métier, c'était vraiment ça. C'était, j'allais dans les congrès scientifiques et je prenais des notes en direct. Ça, je l'ai pas fait en direct, hein. Sinon ce serait pas bien dessiné comme ça. Enfin, en tout cas, ce serait pas aussi propre. Mais voilà, du coup, la facilitation graphique, c'est vraiment tout un champ de dessin où, en gros, l'idée, c'est de prendre des notes dessinées des événements. Alors moi, pour le coup, c'est des événements scientifiques, et ça aide à structurer la pensée. Donc, on a vraiment un mélange de dessin et de mots. Et voilà, on appelle ça une planche de facilitation graphique ou un sketch note. Et donc ça, c'était un congrès organisé par Nantes et des chercheurs de Nantes et des équipes au Japon. Et en gros, c'était autour du microbiote et des organoïdes. Voilà. Et donc du coup, c'était un petit cadeau pour la personne qui a eu le prix pour sa présentation. On lui a fait une planche un peu bien dessinée, on lui a offert ça. Donc voilà, ça c'est une des techniques que j'utilise un peu, mais j'en fais beaucoup moins, donc c'est pour ça que j'y pense plus. J'avais complètement oublié que j'avais mis dans la diapo. Voilà. Du coup, on peut peut-être terminer par tu sais, j'avais une dernière diapo avec le Kesako, mais je sais pas si... Ouais. Du coup, on m'a demandé de participer un peu. Alors, je crois que j'ai pas trop bien compris la consigne. Parce qu'il me semble que c'était un truc qui te permettait de deviner le sujet de thèse. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sert à rien. Donc voilà, j'ai plutôt mis un truc en me disant on va essayer de chercher ensemble qu'est-ce que c'est que ce machin. Donc c'est un dessin que j'ai fait pour un chercheur à Tours là, pour illustrer une publication scientifique. Et donc c'était pour savoir un peu s'il y avait des gens qui savaient qu'est-ce que c'était que ce truc. Alors Ah pardon, excuse-moi, je t'ai pas vu. Je cherchais. Ouais, ça se rapproche de ça, ouais. Ouais. En fait, il y en a deux. Alors, je ne sais pas si je donne la réponse. Est-ce que quelqu'un l'a ou non? En gros, c'est une tranche de cerveau, ça. Comme ça, là, on imagine, on coupe un bout comme ça, et on prend un petit bout et on regarde. Et en fait, ça s'appelle un homonculus. Donc, il y a l'homonculus moteur, l'homonculus sensitif. Et en gros, c'est une représentation du corps humain. Donc là, c'est le sensitif. En fonction... comment je peux expliquer ça? Je suis en train de digérer, donc pour expliquer un truc, ça va être compliqué. En fonction de l'importance que ça a. Par exemple, la langue est très très sensible, et donc elle a une taille très importante, et on la représente à l'endroit où il y a les neurones qui sont spécialisés dans la sensibilité de la langue. Pareil, on va avoir la main qui est très grosse, le reste du corps, donc c'est tout le tronc et tout ça qui est là, les pieds c'est un peu moindre, et puis le visage forcément c'est hyper gros. Donc ça s'appelle un homonculus, et voilà, c'est juste une représentation un peu marrante de ça. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, du coup. J'ai terminé, c'était un peu rapide, mais je n'ai pas grand-chose à dire d'autre pour l'instant. Merci beaucoup pour ta présentation. Avec plaisir, c'est cool. Donc, comme on l'a dit, là, on va passer un moment d'échange. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit sur ce qui a été présenté ou sur d'autres interrogations que vous auriez peut-être. Donc, vraiment, c'est très libre. Donc, voilà. L'objectif, c'est d'échanger. Et donc, Maël a un micro. Donc, voilà, vous pouvez lever la main et puis on vous donnera la parole. Pas de souci. Je me disais, en voyant le premier petit film, est-ce que tu imagines que cette figuration, enfin, telle que tu l'as désignée, peut inspirer les modélisateurs du laboratoire? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que par le truchement du déplacement de différentes entités que tu avais présentées, est-ce que derrière, les scientifiques peuvent revenir vers toi et se trouver inspirés parce qu'ils ont vu un mouvement qui leur évoquait une interaction possible ou quelque chose comme ça? Tu veux dire qu'il y aurait comment dire, ça apporterait aussi au chercheur quelque chose qui le fait avancer dans sa recherche? Oui, c'est la question. Est-ce qu'ils peuvent, en voyant ce genre d'illustration, se dire, mais finalement, il y a peut-être un espace là que je n'ai pas exploré? Oui, complètement. C'est l'avantage, en fait, surtout moi, je ne suis pas du tout biologiste végétal, donc du coup, le fait d'avoir, même si j'ai cette capacité, je pense j'ai quand même un cerveau de chercheur à la base, j'ai cette capacité de comprendre peut-être un peu plus facilement. En tout cas, je suis dans le milieu, donc c'est plus simple pour moi de comprendre qu'un illustrateur ou une illustratrice
classique, enfin qui auraient un autre parcours. Donc oui, forcément, c'est un regard de scientifique, et en même temps, c'est un regard neuf que j'apporte, un peu naïf, quoi. Comme vous pouvez avoir ici quand vous interagissez avec le public. Et des fois, en fait, des questions naïves peuvent vraiment amener d'autres réflexions. Et oui, c'est intéressant cette question parce qu'effectivement, des fois, le fait de discuter ensemble et les questions qu'on peut se poser à la création de ce type de... Quand on crée ce type de documents, enfin pas de documents, mais de médias, en tout cas, ça permet d'avoir un échange et de se poser des questions. Effectivement, quand eux, ils écrivent le script, ça les force aussi à faire cet effort de vulgarisation, et donc ça les force aussi à... Pour expliquer quelque chose, il faut le comprendre. Et donc du coup, il faut vraiment... je sais pas comment dire, mais il y a vraiment un espèce d'aller-retour entre eux et moi, qui des fois les fait percuter sur des choses, effectivement. Ça arrive pas souvent, mais ça peut, ouais, complètement. En tout cas, c'est ce qu'on essaie d'amener, ouais. J'espère que ça peut les aider, ouais. Pas seulement à diffuser, mais aussi à réfléchir et à se poser à un moment donné, à dire, OK, qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait et comment on le transmet, mais du coup, comment ça nous fait réfléchir à ce qu'on fait, quoi. Ouais. Je sais pas si c'est ça ta question, mais... Du coup, je continue la question. Moi, j'avais une question par rapport à la voix off. J'ai vu que c'était Elodie Chabrol. Ouais. Voilà, donc grande vulgarisatrice aussi. Comment ça se met en place des partenariats comme ça? Avec Elodie, c'est une longue histoire. on a beaucoup échangé. On se connaissait pas du tout. On a beaucoup échangé grâce à LinkedIn. On s'est rencontrés en fait sur le réseau social professionnel là, et elle aimait bien ce que je faisais. Et moi, j'aimais beaucoup aussi son travail et j'aimais beaucoup sa voix parce que j'avais beaucoup entendu dans les podcasts, tout ça. Et jusqu'ici, j'avais pas de voix off qui me convenait. Et moi, je voulais pas. Enfin, le motion design, en fait, je passe des heures et des heures. Ça dure 2-3 minutes, mais je passe des fois 3 semaines, 1 mois dessus. Et en fait, entendre ma voix H24, c'est pas possible. Enfin, quand tu répètes 10 secondes en boucle, enfin, voilà, on n'aime pas trop entendre sa voix. Il y a une explication scientifique aussi à ça. Et donc, du coup, je voulais pas du tout entendre ma voix. Et quand je lui ai proposé, elle m'a dit mais ouais, carrément. Et surtout, c'est une pro du podcast et elle a une super voix, donc elle avait tout le matériel. Et donc, on a fait un test sur un premier. Et puis, comme elle a une voix qui est vraiment faite pour ça, ça marche bien, quoi. Et en plus, comme c'est quelqu'un qui est neuroscientifique à la base aussi, enfin, en tout cas, elle a un gros bagage scientifique aussi, ça lui permet de bien comprendre, ça lui permet de donner aussi son œil à elle. Et puis, des fois, dire, tiens, on pourrait peut-être utiliser ce mot-là plutôt qu'un autre. Donc, ça s'est fait, je sais pas, je dirais, il y a 2-3 ans. Puis après, on s'est rencontrés après dans la vraie vie, en fait. C'est ça qui est rigolo. Mais ouais, elle est vraiment géniale et c'est super chouette de l'avoir sur quasiment toutes mes vidéos. Je suis super contente. Vous parliez d'une formation pour arriver à faire ce type d'illustration. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu, s'il vous plaît? Alors, il n'y a pas de formation dédiée, on y avait pensé, parce que moi, sur LinkedIn, en fait, j'ai presque plus d'étudiants qui me suivent que de chercheurs. C'est assez rigolo. Et je pense qu'il y a une vraie demande et il y a un vrai besoin, mais ça n'existe pas. Il y a des formations pour être illustrateur ou illustratrice scientifique, mais c'est plus des illustrateurs qui vont se spécialiser. Il y en a une au Gobelin, par exemple, à Paris. Et donc, c'est plus des gens qui viennent du milieu de l'art et qui ont cette impétence pour la science. Mais à l'inverse, il n'y a pas trop ça pour l'instant. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. Après, moi, la formation que j'ai faite, c'était une formation qui était censée durer 3 ans, que tu fais à distance. Et c'est vraiment une formation de graphiste illustratrice qui est à distance. Mais franchement, c'est un peu cheap comme truc. C'est juste que voilà, ça m'a permis d'étudier un peu l'histoire de l'art, de me mettre un peu dedans et puis d'avoir si tu veux, j'avais des outils, de développer des outils, puis de faire des mini-projets, des faux projets, etc., avec des profs qui te donnent des retours, mais c'est vraiment pas... C'est plus de l'auto-formation qu'autre chose. Tous les logiciels, j'ai tout appris toute seule, en autodidacte, toute seule, grâce à Internet, merci Internet. Donc voilà, ouais, je suis plus autodidacte qu'autre chose. Sur la partie graphisme pur et dur, j'ai fait vraiment cette formation de graphiste illustratrice, mais sur la partie vulgarisation par le dessin et puis appropriation des outils, j'ai plutôt fait ça moi-même, quoi. En tout cas, c'est pour montrer que c'est possible et que tu n'as pas besoin de passer par une école. Et du coup, pour la partie logiciel, vous en parliez à l'instant. Ouais. Vous utilisez quoi comme logiciel? La suite Je vais faire de la promo pour Adobe, comme si vous en avez besoin. Ouais, je suis sur la suite Adobe. J'utilise. Là, pour faire pour faire le motion design, je suis sur After Effects. Donc c'est vraiment un logiciel dédié pour. Et puis après, c'est Photoshop, Illustrator. Enfin, ça dépend ce que tu dessines, mais ouais. J'ai une tablette graphique en fait, et puis du coup, c'est relié à ces logiciels-là. Et puis je travaille un peu sur iPad aussi. Il y a des logiciels vraiment pas chers sur iPad. Procreate, ça coûte 10 €, tu l'achètes une fois, c'est fait, quoi. Donc vraiment, c'est assez accessible au final. Le matériel est un peu cher, mais sinon après, c'est assez accessible. Ok, merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Attends, bouge pas, Maël, sinon j'y vais.
Ouais. Ah, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui me plaît le plus ? En fait, c'est marrant. J'ai l'impression que la démarche scientifique et la démarche artistique, c'est la même chose. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais tu pars de... Quand tu vas créer quelque chose, un objet artistique, tu ne sais pas ce que tu vas créer. Tu as une idée, c'est un peu comme l'hypothèse scientifique. On se demande, peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça. Et puis, tu vas construire ton truc autour de l'hypothèse. Et puis, à la fin, tu vas arriver à quelque chose d'abouti. Et en fait, c'est vraiment le même... c'est la même démarche. C'est pareil quand on fait. J'ai commencé vraiment par le graphisme. Je faisais que des logos au début. Et en fait, le logo, c'est vraiment ça. Tu crées quelque chose d'artistique qui est ultra simpliste, qui est censé être très simple et très facile enfin, qui est censé percuter les gens et leur faire comprendre tout de suite qu'est-ce que tu fais avec un logo, donc pour une entreprise ou pour autre chose. Et donc, du coup, c'est vraiment la même démarche. C'est comment je montre l'essence même de ce que je fais. Et je trouve que ça se croise et ça se relie vachement bien. Donc, c'est ce truc-là que j'aime bien, dans le fait de mettre de l'art et du dessin dans la science. C'est vraiment le truc qui me plaît le plus. Et après, je trouve que ça a fait sens, en fait. Enfin, surtout en biologie, je trouve que c'est comme c'est la science du vivant, ça a fait sens de mettre de l'art dedans et de faire des petits dessins animés parce que c'est vivant. Donc tu exprimes plus facilement les choses avec un dessin. Et puis parce que notre cerveau, il aime bien les images et du coup, ça marche bien. Donc c'est satisfaisant, en fait, de se dire, en fait, on peut comprendre plus facilement avec un dessin plutôt qu'avec un long texte. On peut aller chercher plus facilement les gens. Je trouve que c'est ça qui me plaît, ouais. Je sais pas si ça répond à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'ai une question concernant jusqu'où vous êtes à l'aise d'aller, parce que vous avez fait une thèse, donc vous avez un sujet sur lequel vous êtes vraiment spécialiste, mais jusqu'où vous êtes capable de vous éloigner de ce sujet et d'être quand même à l'aise à dessiner. Est-ce que vous feriez des dessins sur de l'astrophysique ou sur des choses qui n'ont rien à voir avec votre sujet, ou est-ce que c'est trop compliqué pour... Enfin, ça nécessiterait peut-être trop de recherche pour vous spécialiser et tout. Voilà, comment ça... Ouais, c'est une question hyper intéressante, merci. En fait, c'est possible. Tout dépend du chercheur ou de la chercheuse avec qui tu travailles. Si eux, ils sont capables de faire l'effort de pré-mâcher un peu le truc, c'est faisable. Après, c'est une autre question, c'est-à-dire que en théorie, c'est faisable. Dans n'importe quel champ de la science, ça m'est arrivé de faire de dessiner des trucs d'urbanisme, par exemple, tu vois, ça n'a rien à voir. Ou j'ai travaillé sur le littoral à La Rochelle, etc. C'est vraiment des trucs qui sont hyper éloignés, mais même la biologie végétale, j'ai dû en faire jusqu'en L2 ou en L3. Enfin, pour moi, ce qui se passe dans une cellule végétale, je ne me rappelle plus, quoi. Enfin, en plus, moi, j'ai une mémoire de citron, donc, donc c'est possible, parce qu'en fait, c'est pas tellement le contenu, c'est plus la démarche, en fait. Après, c'est une autre question. Moi, je m'intéresse plus facilement à la biologie humaine. Donc, forcément, je vais plus facilement prendre des trucs qui m'intéressent. Et puis, en plus, on commence à être assez nombreux dans le domaine. Et tu as vraiment des gens qui ont des couleurs. Tu vois, Guillaume Monin, par exemple, il est super fort en physique. Bah, du coup, s'il y a un truc de physique qu'on me demande, on se considère comme des collègues, en fait. On s'envoie les chercheurs parce que si on estime qu'on va être moins bon que quelqu'un d'autre sur un truc, autant se repasser les choses. Et c'est plus intéressant d'avoir... Ouais, c'est vraiment une espèce d'équipe, même si on se connaît pas, on s'est jamais vu en vrai. C'est rigolo, quoi. Enfin, en tout cas, ouais, je vais plus vers des trucs qui m'intéressent. Enfin, ouais, je sais pas, c'est plus cool, quoi. Après, c'est pas que ça m'intéresse moins la physique, mais c'est éloigné de ce que je fais habituellement. Ouais. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, je vais en avoir une. Parce que tu as dit que c'est surtout les chercheurs qui prennent contact avec toi, ouais, parce qu'ils soit ils ont un budget sur la médiation scientifique ou autre. Mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé en fait d'aller contacter un chercheur parce que cette thématique sur laquelle il travaille t'intéresse beaucoup? Et est-ce que tu peux développer justement ce thème-là que tu as pu aller chercher le chercheur? Oui, c'est intéressant. Bah, au début, forcément, quand j'ai dû me faire connaître... j'ai dû aller voir les chercheurs. Alors, c'était plus facile pour moi d'aller voir mes anciens collègues. Et puis, tout de suite, Sébastien m'a fait confiance, là, mon collègue qui m'a fait faire la BD. Et comme c'est un métier visuel, bah, c'est l'avantage. Tu communiques un peu sur Internet et puis tu es assez vite connu. Et comme, en plus, c'était à une époque... quand j'ai commencé vraiment, c'était il y a 7 ans. Et il n'y avait pas énormément... Ça se faisait vachement aux États-Unis, au Québec, tout ça. Mais chez nous, pas trop, quoi. Même au Japon, c'est carrément un métier. Dans des labos au Japon, il y a des dessinateurs, quoi. Donc c'est fou, c'est hyper intéressant. Et donc du coup, là j'ai vraiment fait de la prospection et tout.
Et puis après, ça s'est un peu diffusé tout seul, donc c'est l'avantage de ce métier-là, parce que comme c'est visuel, ça se voit, quoi. Et ça m'est arrivé une fois d'aller toquer chez une chercheuse. D'ailleurs, ça n'a pas abouti. C'était pendant le Covid, en fait, à Tours, on a une équipe qui travaille sur les vaccins en aérospray là, que tu mets dans le nez. Et je trouvais ça vraiment passionnant. Et j'étais là, mais genre, je veux travailler gratuitement pour vous, je veux expliquer ce truc, je trouve ça génial. Et en fait, ça s'est pas fait. C'est pas qu'elle n'avait pas vraiment envie, c'est qu'elle avait juste autre chose à faire que de communiquer là-dessus. Elle était vraiment très très prise. Isabelle Dimier-Poisson, qui travaille là-dessus, était hyper prise. En plus, elle est dans plein de choses. Enfin voilà, donc du coup, ça s'est pas fait, mais ça m'est arrivé, plutôt une fois depuis. Sinon, c'est vraiment eux qui viennent me chercher. Et puis, comme c'est beaucoup des réseaux, donc comme je travaille beaucoup pour l'INSERM, Pierre Da Silva, il m'envoie tout le temps des chercheurs, dès qu'il y a des chercheurs qui cherchent quelqu'un pour illustrer leurs travaux, il me les envoie ou il les envoie à quelqu'un d'autre. Mais non, ça se fait. Le réseau se fait assez facilement. Ça, c'est chouette. Moi, je me demandais si vous aviez déjà fait des BD physiques ou si vous avez ce projet-là à l'avenir. Ouais, j'ai hyper souvent cette question, merci. Et c'est intéressant. Alors non, la BD, la toute petite BD, là, elle fait 6 ou 7 pages. En fait, moi, je n'arrive pas à me considérer comme artiste. Et je pense qu'une BD, il y a plusieurs réponses à cette question, mais je pense qu'une BD vraiment objet physique qui fait 100, je sais plus combien de pages, 148 pages, enfin je sais plus, c'est un multiple de 8, je me souviens plus combien ça fait, mais en tout cas c'est beaucoup. C'est vraiment un objet artistique en plus de. Et moi je vois le dessin, en tout cas dans mon métier, le dessin c'est vraiment un outil de médiation. Je dessine pas très bien, je suis pas une artiste, j'ai pas un univers, un truc. C'est plus vraiment c'est comme si je faisais du podcast pour la science, en fait, sauf que mon moyen d'expliquer la science, c'est le dessin. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que je suis pas quelqu'un de monotache. Je suis pas, ça m'intéresse pas de faire quelque chose, la même chose pendant 1 an, 1 an et demi. Et en fait, une BD, l'objet physique, quand tu la produis, le dessinateur ou la dessinatrice, ça lui prend facile 1 an, 1 an et demi. Et en fait, moi, j'ai pas envie de me concentrer à un seul projet pendant 1 an, 1 an et demi. Et la troisième raison, c'est que le milieu de l'édition, ça fait pas vivre, en fait, à moins d'être très très fort ou d'être très connu. Enfin, Marion Montaigne, elle n'a pas de souci à se poser, elle n'a pas de question à se poser, par exemple, la papesse de ce truc-là. Donc elle, ça roule très bien et tant mieux, elle est géniale, c'est super. Mais en tout cas, du coup, ça fait pas vivre, en fait. Il faut quand même gagner sa vie. Donc moi, c'est les 3 raisons pour lesquelles je fais pas ça. Et aussi parce que je pense que ça m'attire pas spécialement. J'ai plus envie de faire plein de petits projets et du coup ça me permet de toucher à tout. En fait, si j'avais continué dans la recherche, je pense que ça m'aurait frustré d'être experte d'un truc et d'être concentrée que là-dessus. Je pense que j'aime bien cette idée de toucher à plein de trucs et de changer de sujet souvent. Ça m'ouvre un peu, j'aime bien. D'autres questions? S'il n'y en a pas, moi j'en ai une aussi. C'est donc en ce moment on a pas mal de choses outre-Atlantique avec tout ce qui est Stand Up for Science, avec une sorte de méfiance de tout ce qui est science. Selon toi, comment justement le fait de faire du dessin pour faire de la médiation de la science permet aussi de réduire cette défiance en la science? C'est une question intéressante aussi. Moi, je pense que le principal problème de la science et des scientifiques, c'est que quand on est entre nous, il y a une part des scientifiques, alors je pense qu'ils ne sont pas forcément dans la salle, s'ils ne viendraient pas à ce genre d'événement, c'est les scientifiques qui pensent ça, mais il y a ce truc de utiliser des mots compliqués, être entre soi, ça fait intelligent. Et donc, c'est comme si ça mettait une frontière entre la science, les scientifiques et les gens. Et je pense que le dessin, comme c'est un truc qui est accessible, et qui en plus permet d'expliquer plus facilement, ça permet de relier les gens. Ça, c'est le premier truc. Et je crois que l'humour aussi, ça peut faire ça. Et en fait, si tu arrives à faire un mélange de dessin et d'humour tout en restant quali au niveau de la science, je pense que tu peux vraiment faire des ponts et rendre le truc plus accessible et plus... les gens qui ne sont pas scientifiques vont se dire « Ah ouais, en fait, ils ont fait l'effort de faire un pas vers moi, de m'expliquer ce qu'ils font de façon accessible et en plus, c'est drôle. » Donc, moi, c'est vraiment le truc que j'essaye de faire aussi, de mettre un peu d'humour pour... aller chercher les gens, et je pense que c'est ça la clé. Il faut vraiment sortir de notre petit monde, et c'est ce qu'on est en train de faire là, en fait, en venant dans les lieux où il y a des gens qui sont éloignés de la science. On va les chercher, quoi. Je pense que c'est ça le secret. Après, il y en a sans doute d'autres, mais ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une pour le public, mais je ne sais pas s'il y a le temps. Ah si. J'aimerais bien que les doctorantes et doctorants lèvent la main pour voir un peu, me rendre compte. Ok. Et parmi vous, celles et ceux qui veulent continuer la recherche après le doctorat? Ah, c'est pas mal. Ok, d'accord. Et celles qui veulent pas, celles ou ceux qui veulent pas, du coup? Ok, c'est bien. Ok. D'habitude, c'est plus que ça, donc c'est plutôt rassurant. Ça veut dire qu'a priori à Brest, ça se passe bien, plutôt bien la recherche. C'est cool. Et parmi celles et ceux qui veulent pas continuer, vous savez quoi faire après ou pas du tout? Non. Peut-être que certains vont partir dans le graphisme. Ouais, ce que j'allais dire. Sachez que du coup, moi, c'était aussi ça le message que j'avais envie de vous transmettre, c'est qu'il y a plein de métiers qui tournent autour de la recherche. Et si, moi, c'est un des trucs, ça a été hyper dur quand j'ai arrêté la recherche. Je me suis dit, purée, j'ai fait 8 ans d'études pour aller faire du vélo et faire du pain. J'étais genre, mais qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Et en fait, c'est pour dire que ça m'a pris du temps. Moi, j'ai été diplômée de mon doctorat en 2013. Et j'ai commencé à faire vraiment du dessin 5 ou 6 ans après, quoi. Donc du coup, faut pas avoir peur en fait d'explorer tout ce qui gravite autour. Et si vraiment vous êtes passionné par la recherche, mais que la façon dont on fait de la recherche en France ne vous convient pas, sachez qu'il y a énormément de métiers qui gravitent autour. Et il faut pas hésiter, quoi. Pas hésiter à aller contacter les gens, à dire ah tu fais ça, ça m'intéresse. Enfin, je vous dis, moi ça m'arrive une fois tous les 15 jours, j'ai un mail d'un étudiant ou d'une étudiante en doctorat qui me dit mais j'ai envie de continuer la recherche, mais pas de cette manière-là. Est-ce que tu peux me dire par où tu es passé et témoigner, tout ça? Donc, n'hésitez pas, quoi. Voilà, a priori, ça ne concerne pas grand monde, mais sachez que ça existe. Voilà, c'était juste une petite question. Alors, moi, j'avais encore une autre petite question, parce que du coup, tu as ta propre société, de ce que j'ai compris. Et du coup, toi, tu es basé à Tours. Ouais. Est-ce que ça... Enfin, j'ai envie de dire, avoir des antennes, du coup, au niveau national, par exemple, après, s'agrandir et avoir en fait un peu des relais dans d'autres régions où il y a aussi de la recherche. Est-ce que c'est un truc que tu imagines sur la suite, ou alors tu préfères rester quelque chose de local finalement, et puis maintenant avec Internet c'est plus facile de communiquer, et donc du coup on va dire rester une plus petite structure où on sait que des fois c'est mieux d'être une plus petite structure et pour la pérennité? Ouais, c'est une question qu'on me pose souvent aussi. Alors je suis pas, du coup, je suis pas, c'est pas une agence en fait comme NC, c'est vraiment moi toute seule. et j'ai un statut un peu particulier. Je vous en parlais tout à l'heure. Je suis indépendante, mais au sein d'un collectif. Et en fait, les règles qu'il y a dans ce collectif, c'est on est salarié. Je suis salarié de moi-même en fait. C'est un peu, ça nous rend un peu schizophrène ce truc, mais en gros, je crée en gros, j'ai un chiffre d'affaires et je me paye dessus un salaire. Donc je suis en CDI avec moi-même. C'est bizarre, mais et en tout cas cette structure, donc ça se passe dans une CAE, ça s'appelle une coopérative d'activité d'emploi. Elle permet aux gens justement d'avoir des entreprises, mais de mutualiser tous les trucs un peu relous du style administratif, etc. Et donc en gros, on paye tous notre comptable ensemble, on donne une partie de notre chiffre d'affaires et ça nous permet de ne pas avoir toute cette partie administrative. Moi qui n'aime pas trop les papiers, hop, je refourgue ça et je paye quelqu'un pour le faire. Et donc on mutualise ce truc. Et en fait, cette coopérative d'activité d'emploi, elle ne permet pas qu'on puisse avoir des salariés. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle pas trop motivée par ça. Et la deuxième, c'est que je me vois pas du tout... je suis pas une manager, moi, je me vois pas du tout... Autant travailler en équipe avec des gens sur des projets, que ce soit d'autres personnes qui écrivent un script, enfin voilà, se répartir un peu le travail, il n'y a pas de souci, mais je me vois pas être directrice artistique, par exemple, tu vois, dire, bah tiens, il y a un projet, vas-y, je te lead et puis c'est toi qui décides. Non, je crois que j'aime vraiment ce truc de... On part d'un projet, d'une idée de projet, et je vais jusqu'au bout, quoi. Ouais. Par contre, ouais, j'aime bien l'idée de travailler assez localement. M'intéresse pas forcément de partir à l'autre bout du monde faire des trucs. Et puis surtout, en fait, surtout sur la facilitation graphique, souvent on m'appelle pour aller à Marseille ou je ne sais quoi dans des congrès et tout. Et en fait, il y a plein de gens qui font ça et qui le font très bien. Donc autant là après c'est une question écologique, ça sert à rien de. Je dis ça, mais je suis venue de Tours. Bon, je suis venue en train, ça va. Mais voilà, je me vois pas prendre l'avion Paris-Marseille pour aller faire 2 jours de congrès, alors qu'il y a des gens qui font ça très bien sur Marseille. Donc dans ces cas-là, c'est vrai que c'est vraiment on se voit un peu comme une équipe, même si on se connaît pas forcément, et on se refile comme ça les projets en fonction de là où on habite. Pour moi, ça fait sens en fait, ça fait partie des choses importantes pour moi. Donc ouais, non, ça c'est pas du tout un projet. Non, j'ai pas ce truc de croissance et tout. Non. Moi, mon idée, c'était vraiment, j'ai vraiment eu une thèse qui a été difficile. Je suis allée au bout, je sais pas comment j'ai fait.
les derniers jours, j'ai balancé mon crayon en réunion en disant mais laissez-moi finir ma thèse. Elle était écrite et tout, je l'ai écrite. J'étais prête à soutenir. Enfin, voilà, c'était hyper chouette de soutenir et tout, mais vraiment l'ambiance c'était affreux quoi. Et du coup, la qualité de vie pour moi c'est hyper important. Donc aujourd'hui, j'aspire pas à avoir un salaire mirobolant et avoir à s'aimer comme ça. En fait, non. Par contre, s'il y a d'autres gens qui veulent le faire, moi j'aime bien encourager les gens, donc allez-y. Il y a vraiment des besoins et je pense que c'est vraiment un chouette truc de relier art et sciences, quoi. Voilà. On a éventuellement le temps pour une dernière question, si dans le public on a une. Non. Bah, en tout cas, merci Lucie de merci cette vous, présentation. Cool. Merci d'être venue jusqu'à Brest, au bout du bout. Avec plaisir, c'est trop bien, c'est vraiment trop chouette. On va te laisser reprendre place auprès des beaucoup. autres membres du jury. Et on va pouvoir passer à la première session de Kesako. Donc un Kesako, c'est quoi, Tanguy ? C'est moi qui explique. Alors, le Kesako, c'est un doctorant qui présente à l'aide soit d'une image, d'un objet ou d'un son sa thématique de recherche. Donc le public va pouvoir poser des questions et essayer de trouver la thématique de recherche du doctorant. Donc pour pouvoir vous faciliter à poser des questions, j'ai avec moi des bonbons. Voilà, chose promise, chose due. Donc voilà, pour celui ou celle qui a la meilleure participation ou qui trouve le sujet ou la thématique de recherche du doctorant, du coup, vous avez gagné un sachet de bonbons. Et nous accueillons du coup notre première doctorante qui est Amy. Bonjour. Donc voilà mon image. Donc si vous avez un petit peu des premières questions pour moi, pour commencer à deviner un petit peu ce que c'est. Alors, le public. Oui. Attends, j'y vais, Maëlle. C'est bon. Une coupe histologique. Oui. Un tableau de Claude Monet, je pense. Non, ça pourrait. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions dans le public ? Est-ce qu'il y a des cellules immunitaires dedans ? Oui. J'avais une question au-dessus. Qu'est-ce que c'est comme organisme modèle ? Alors, je crois que je suis censée répondre que par oui ou non. C'est moi qui ai mal expliqué les règles. Est-ce que c'est sur la souris ? Non. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, il y en a. Maëlle, est-ce que tu peux, s'il te plaît ? Le jury a le droit de participer également. Hein. Est-ce que tu as fait du traitement sur l'image ou que tu as ajouté quelque chose pour qu'il y ait des parties qui ressortent en rose et d'autres d'une autre couleur ? Non. Donc moi, ma première question pour vous, c'était pour qui vous pensez que ça a un lien avec la biologie ? Je vous laisse peut-être lever la main ou quelque chose comme ça si vous pensez que ça a un lien avec la biologie. Bon, globalement, c'est pas trop mal, c'est ça. Donc maintenant qu'on sait que ça a un lien avec la biologie, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin sur qu'est-ce qu'il y a dans cette image pour vous ? Est-ce que par exemple, ça peut être un zoom de quelque chose ? Alors, est-ce qu'il y a des idées ? Peut-être dans le jury. Tu veux pas jouer, Christelle ? Ouais. Alors, est-ce que ça inspire les personnes du public, cette deuxième image ? Alors, mon deuxième indice, ma deuxième question, est-ce que vous pensez que ça peut être un zoom, par exemple, d'organes ? Je vous laisse pareil, lever la main si vous pensez oui, baisser si c'est non. Il y a moins de participants déjà. Oui, c'est un oui. Et donc du coup, avec ce deuxième indice, par rapport, j'ai eu la question pour les couleurs, qu'est-ce que ça vous fait penser ?
Est-ce que tu as utilisé un produit ou quelque chose pour faire ressortir certaines propriétés de certaines cellules ou quelque chose? Oui. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Est-ce qu'il y a des cellules saines et des cellules pathologiques? Alors non. Autre question? Bon, je peux peut-être poser la troisième. Alors, je ne sais plus comment je l'avais écrit, mais ouais. Qui pense que chaque couleur correspond à une caractéristique particulière? Levez la main. Plus Ça de va. participation, effectivement. Donc du coup, là, ce que je vous montre, c'est une coupe donc, de tissu. Donc c'est de la rate humaine qui est saine. Et du coup, chaque couleur en fait va venir fixer une caractéristique de nos cellules. Donc nous, on utilise des chromogènes qui sont translucides. Et donc, ce qui nous permet de voir deux caractéristiques en parallèle. Donc comme on peut voir, il y a du jaune, il y a du violet et il y a du vert. Donc du coup, ici, c'est l'immunohistochimie qui nous permet de voir un certain type de cellules dans ces tissus. Moi, ma thèse, c'est l'étude de PD1 dans les lymphocytes B. Donc c'est un peu grossier, mais les lymphocytes B, c'est une des cellules du système immunitaire. Et moi, j'étudie PD1, donc qui est une caractéristique en fait de ces cellules. Et en fait, on ne sait pas pourquoi il est là, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas comment il agit. Et donc du coup, c'est le rôle de ma thèse d'essayer un petit peu de comprendre comment ça fonctionne. Et donc ça, c'est un des outils que j'utilise pour regarder en fait ces fameuses cellules, donc celles qui sont en vert, pour voir si elles sont présentes en fait dans certains organes. Et donc là, notamment, c'est dans une condition saine, mais c'est aussi de regarder si elles sont présentes quand il y a des pathologies. Voilà. Non, c'est bon. Merci, Amy. Alors, est-ce qu'on a un gagnant de bonbons, Tanguy? Très bien. Merci, Amy. Et donc, on va passer au deuxième Kesako avec Margot Desmolles, qui est en deuxième année de thèse à l'école doctorale Sciences de la mer et du littoral, Ifremer. En troisième année, pardon. Hop, et je vais te laisser. Bonjour à tous. Donc voici ma première image. Est-ce que vous avez des questions tout de suite? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'avec le satellite, tu regardes les différences de température dans l'eau? Non. Est-ce que c'est de la télédétection? Oui. En partie. Est-ce que le but, c'est de récupérer la bathymétrie? Non. Est-ce que c'est une histoire de courant? Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut mettre peut-être le deuxième indice, si vous voulez. Alors, deuxième indice. Ça, c'est un deuxième indice. Est-ce que ça parle un peu plus peut-être à certains? Oui. Est-ce que tu fais de la sédimentologie? Non. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec les efflorescences? Non plus. Est-ce que ton but, c'est d'améliorer un modèle existant ou de créer quelque chose de nouveau? Oui et non. Alors, il y avait une autre question. Est-ce que ça a un rapport avec les fleuves? Non. Ah, il y a Laurent qui a une question. Non. Est-ce que c'est pour surveiller de l'activité humaine, comme par exemple des déchets qu'on peut, enfin de la pollution Alors, très indirectement, oui. D'autres questions?
Est-ce que, Spoiler Est-ce alert. que d'après vous, ça pourrait avoir un lien avec un satellite? Levez la main si vous voulez dire oui. Hein. L'image parle d'elle-même. Alors, est-ce que ça inspire peut-être Maël, je crois qu'il y a une question. Est-ce que c'est en rapport avec des tourbillons? Oui, en partie. Alors, est-ce qu'il y a... Il faudrait que vous arriviez à deviner ce qui est représenté sur les deuxièmes indices. Est-ce que tu compares les apports technologiques d'un satellite en particulier sur la spatialisation de ces tourbillons? Pour la première partie, oui. Et pour la deuxième, en partie. Ok. Est-ce que, d'après vous, ça pourrait avoir un lien avec le niveau de la mer? Alors, levez la main pour ceux qui pensent que c'est un lien avec le niveau de la mer. Très bien. Donc, ça a bien un lien avec le niveau de la mer? Oui, c'est ça. Est-ce que tu étudies le mouvement de l'eau, c'est-à-dire le courant en fonction des niveaux de la densité de l'eau dans la mer? C'est ça. Oui. On peut mettre le dernier indice, oui. Ouais, on peut dire que c'est ça quand même. Donc en fait, comme il l'a dit, le niveau de la mer, l'océan n'est pas plat, il y a des trous et des bosses. Et là, je ne parle pas des vagues, je parle vraiment de gros. Donc, par exemple, un tourbillon, ça peut signer comme une bosse ou un trou de plusieurs centaines de kilomètres. Et donc ça, en fait, on peut le voir depuis l'espace avec des satellites. Donc des satellites altimétriques qui mesurent en fait des différences de l'eau. Donc ils envoient un signal qui est réfléchi par la surface de la mer et grâce à ça, on a la hauteur par rapport au satellite et on arrive à voir les différences sur l'océan. Et donc moi, ma thèse, elle porte sur un nouveau super satellite qui s'appelle SWOT et qui, lui, au lieu de faire des mesures de ce niveau de la mer tous les 6-7 km comme les anciens satellites altimétriques, lui, il est muni d'une nouvelle technologie qui lui permet de faire ça, mais sur 2 larges fauchés de part et d'autre de son passage, qui font 60 km chacun et sur lesquels on peut avoir des points à peu près tous les 2 km. Donc vraiment, ça a révolutionné la mesure altimétrique. Et donc là, je vous ai mis une image de ce qu'on pouvait avoir avant en termes de niveau de la mer. Donc là, vous avez une carte, je suis en Méditerranée. Donc avant, à partir de tous les différents satellites qu'on avait, altimétrie classique qui faisait 1 point tous les 7 km, on arrivait à faire une sorte de grille où on avait ça. Et maintenant, grâce à SWOT, on a ça. Donc vous voyez, on arrive à bien me voir les petits. Donc là, vous avez notamment les petites bosses qu'on voit, c'est des tourbillons. Donc on arrive à bien mieux les voir avec SWOT. Et en fait, de cette différence de niveau de la mer, on a... en prenant un modèle qui est que la particule de fluide d'eau, elle ne ressent que la pression et la force de Coriolis, qui est liée à la rotation de la Terre, d'accord ? Et ben, quand on met ça en équation, on peut, à partir de cette différence de niveau de la mer, arriver au courant. Donc là, pareil, je vous ai mis les courants qu'on pouvait avoir avant SWOT et les courants qu'on peut avoir maintenant avec SWOT. Et en fait, ma thèse, mon travail, c'est que en fait, SWOT, il fait trop bien son boulot. Et on ne peut pas considérer aux échelles résolues par SWOT que la petite particule d'eau, elle ne ressent que les effets de la pression et de la rotation de la Terre. Donc il faut aller au-delà, faire intervenir des termes liés à l'accélération propre de la particule et des effets de vent, etc. Et donc la thèse, c'est comment en fait on va passer de ce niveau de la mer de SWOT à des courants en prenant en considération aussi les autres termes qu'on ne peut plus négliger aux échelles que résout SWOT. Et ça, je le fais avec des petites bouées dérivantes et j'ai un poster et des petites bouées si vous voulez venir les voir après. Voilà, merci. Merci Margot.
Donc pour cette session Kesako, on n'avait que 2 participants puisque notre 3e participante n'a pas pu être présente aujourd'hui. Et donc on va pouvoir passer à la session Pecha Kucha avec notre première participante qui est Marie Peignard, qui est en 3e année de thèse, l'école de... Deuxième, pardon, c'était écrit 3e. Moi je lis le diapo. École doctorale, espace, société, civilisation, laboratoire, géoarchitecture, territoire, urbanisation, biodiversité, environnement. Donc, pour rappeler les règles du Pecha Kucha, Tanguy, est-ce que tu veux rappeler les règles? Tu peux continuer si tu veux, Ilias, pour expliquer les règles. Ou tu veux que je le fasse? Allez. Je peux expliquer. Alors, le Pecha Kucha, donc c'est un concours. Donc, c'est pas un concours dans ce cadre-là, mais c'est un exercice d'éloquence où le participant va devoir expliquer dans le cadre de Sciences en thèse ses travaux de thèse avec 20 slides qui vont défiler toutes les 20 secondes. Donc en 6 minutes 40, vous aurez tout compris de la thèse de Marie. Et donc Marie, je vais te laisser prendre le micro. Allez, on rentre dans la classe. Pas tous au fond, hein. Il y a de la place devant si vous voulez. Alors, c'est bon? Vous êtes bien assis? Alors, je m'appelle Marie Peignard et je suis doctorante à l'Université de Bretagne occidentale. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais vous faire cours. Le cours d'aujourd'hui va porter sur les espèces exotiques envahissantes. Trop cool, non? Bah, pas tant que ça. Parce que les espèces exotiques envahissantes sont l'un des principaux facteurs d'érosion de la biodiversité. Ces espèces vont menacer les écosystèmes, les habitats naturels et les espèces locales. Pas top, hein? Alors, on va essayer de répondre à qu'est-ce qu'une espèce exotique envahissante. Tout d'abord, c'est une espèce qui va être importée par l'homme dans un nouveau pays où elle n'est pas présente à l'origine et elle va être importée de façon volontaire ou non. Une fois sur son nouveau pays, elle aura passé du coup la barrière géographique. Elle pourra être apportée à des fins ornementales, mais aussi de résistance, par exemple, à des parasites. Une fois arrivée sur la nouvelle région, elle va devoir d'abord s'acclimater, donc c'est-à-dire s'adapter à son nouvel environnement, trouver dans son milieu les moyens nécessaires pour grandir et croître. Ensuite, pour devenir une espèce exotique envahissante, elle va devoir pouvoir se reproduire sur le territoire, de façon sexuée ou végétative. Et enfin, elle va devoir s'étendre et proliférer pour enfin être ce qu'on appelle une espèce exotique envahissante. Je suis sûre que vous en connaissez. En plante, on a la jussie ou encore en espèce animale, on a le fameux frelon asiatique. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une espèce en particulier, le Baccharis alimifolia, qui est au centre de ma thèse. Ma thèse s'intitule « Amélioration des connaissances sur une espèce exotique envahissante en expansion sur le territoire breton et ses impacts en vue d'une gestion adaptée ». Alors, qu'est-ce que le Baccharis? Le Baccharis nous vient d'Amérique du Nord et il a été importé en France au XVIIe siècle. Et à partir de 1940, en Bretagne, il montrait ses premiers signes d'envahissement. On le retrouve sur tout le littoral français et il va affecter ces milieux qui sont très sensibles, qui sont les milieux littoraux. De ce fait, il va avoir des conséquences négatives sur l'écologie, mais aussi économiques et sanitaires. Ma thèse comporte 3 grands axes. Le premier, qui est l'amélioration des connaissances sur l'espèce. Comme on dit, apprends à connaître ton ennemi. Je cherche à comprendre la physiologie de l'espèce, mais aussi ses capacités d'expansion, ainsi que la génétique. Le second axe porte, lui, sur les impacts réels de l'espèce, sur la faune et sur la flore. Et enfin, je mets en lien ces 2 premiers axes pour optimiser la gestion qui est faite sur le territoire, à savoir principalement de l'arrachage mécanique et manuel. Pour le but de prioriser les secteurs sur lesquels il va falloir intervenir en priorité. Et aujourd'hui, j'ai fait le choix de vous parler de la partie caractéristiques écophysiologiques. Qu'est-ce que c'est? Ça va être de l'étude de la physiologie de l'espèce. Et plus particulièrement, je m'intéresse au fait de savoir comment elle résiste à ces milieux littoraux et surtout à ce stress salin qui est très très important. Alors, pour ce faire, j'ai réalisé une expérience en conditions contrôlées, en serre.
je me suis amusée à planter plein de baccharis. Il y en avait partout, en faisant attention, c'est une espèce exotique envahissante. J'ai séparé tous mes plants, une fois qu'ils étaient assez grands, en 5 bacs différents et je les ai arrosés avec diverses concentrations de sel, allant de 0 à 15 grammes par litre de sel. Tous les 4 jours, je les arrosais. Donc certains ont eu pas mal de stress. Et tout ceci pendant 4 mois, pendant lesquels j'ai mesuré diverses valeurs, comme leur hauteur, leur nombre de feuilles. Et à la fin de l'expérience, j'ai récupéré des feuilles pour observer qu'est-ce qui se passait à l'intérieur des feuilles. Alors tout d'abord, pour leur taille. On voit que quand ils ne sont pas stressés, sans sel, tout va bien, ils sont grands. On avait des plants à peu près à ma hauteur, donc bon, je ne sais pas si grand que ça, mais quand même. Alors que à 15 grammes de sel par litre, on avait plutôt du 40-60 cm. Donc on voit bien l'influence du sel sur la taille. Ensuite, je me suis demandé où partait ce sel. Est-ce qu'il partait, il était évaporé, ou est-ce qu'il restait dans la plante? Et j'ai pu voir justement que ce sel restait dans les feuilles, avec une concentration en sel qui augmentait, plus le stress salin augmentait. Donc le sel reste bien dans la plante. Ensuite, je me suis demandé, mais où est exactement ce sel? S'il est stocké dans les feuilles du haut, les feuilles du milieu ou les feuilles du bas? Et là, je me suis rendu compte que c'était dans les feuilles du bas qu'il y avait une concentration de sel plus importante. Ces mêmes feuilles qui tombent en premier chez le baccharis. Donc on peut imaginer que c'est une de ces stratégies pour éviter ce stress salin, de capter le sel dans les feuilles du bas et de les relâcher. Ensuite, j'ai voulu m'intéresser pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau moléculaire. Si au niveau moléculaire, on a la même chose sur toutes les concentrations en sel, ou s'il se passe quelque chose. Alors, j'ai utilisé une technique innovante, la résonance magnétique nucléaire, alias la RMN. Alors, je ne vais pas vous expliquer les détails parce que c'est un petit peu compliqué, mais retenez juste que ça permet d'identifier certaines molécules. Et moi, je me suis intéressée à une molécule qui est caractéristique du stress. En gros, quand une plante va être stressée, elle va sécréter beaucoup de cette molécule, la glycine bétaïne. Et j'ai pu voir que quand le stress augmentait, la concentration de glycine bétaïne aussi augmentait dans mes plants. Donc, ce qui indique que cette molécule a un rôle aussi dans la résistance au sel. Donc, pour répondre à la question comment le baccharis résiste au stress salin, on a deux réponses. La première, le stockage du sel dans les feuilles, puis elle perd les feuilles pour enlever ce stress. Et le deuxième, ça va être des actions au niveau cellulaire qui vont se passer. Bien sûr, ça, c'est qu'une toute petite partie de ma thèse. Donc, je travaille, comme je vous l'ai dit, sur la dynamique des populations. Donc, en fait, comment l'expansion de l'espèce se fait, de l'analyse génétique pour retracer un peu l'histoire du baccharis, les impacts réels et surtout l'optimisation de la gestion. Donc, merci à tous. Le cours est fini. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me voir après la fin du cours. Et avant de partir, n'oubliez pas, si vous achetez une plante pour chez vous, regardez bien qu'elle soit native de la région pour ne pas créer encore une espèce exotique envahissante. Merci. Merci beaucoup, Marie. On a le temps pour quelques questions. Est-ce que certains ont des questions sur la thématique de recherche de Marie? Non. Est-ce que le jury peut-être a des questions sur la thématique de recherche? Ah oui, c'est au fond. Merci pour cette présentation. C'était vraiment très riche et très intéressant, et surtout de voir que tu abordes beaucoup de disciplines différentes. Pour ce qui est des impacts, comment est-ce que tu envisages de l'étudier sur ta thèse? Alors là, pour l'instant, ça n'a pas été encore fait. Donc ça, c'est le but de cette saison de printemps. Donc ça va être en fait des populations qui vont être sélectionnées avec sur certains sites, donc des présences de baccharis à certains endroits, pas de baccharis à d'autres, avec vraiment les mêmes conditions, le même milieu. Et on va observer en fait s'il y a une différence au niveau de la végétation et aussi des arthropodes. Alors pour la faune, on va se concentrer vraiment sur les arthropodes. Et en fait, dans la bibliographie, il y a très très peu d'études ou des trucs très généraux qui sont faits, mais il n'y a pas d'études sur l'impact en fonction, par exemple, du type de milieu, du type de densité de baccharis, de la hauteur du baccharis. Donc là, on va essayer vraiment de préciser tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Laurent?
Alors dans ma thèse, non, je me concentre que sur le Baccharis, mais c'est vrai que pour toute ma partie biblio, je regarde vraiment tout ce qui se fait sur les autres espèces. Mais là, la thèse, ça se concentre vraiment que sur le Baccharis. Sinon, je pense qu'il faudrait 2-3 thèses pour faire le tour de toutes les autres espèces. Mais c'est vrai que je lis beaucoup de papiers, par contre, sur d'autres espèces pour voir un petit peu comment c'est géré, qu'est-ce qu'ils ont fait dessus, voilà, pour m'inspirer, pour avoir des idées et pour en apprendre plus. Moi, j'avais juste une petite question. Tu as regardé tout ce qui... Déjà, merci beaucoup pour la présentation. Et tu as regardé tout ce qui était stress salin. Est-ce qu'en Bretagne, il y a d'autres choses qui vont influencer, comme par exemple la nature des sols? Enfin, ici, on est quand même sur un sol bien granit, bien calcaire. Est-ce que tu as regardé ça aussi ou... Alors j'ai commencé là pour l'instant, donc là je vous ai parlé de la partie en serre, mais il y a à peu près la même manip qui a été faite sur des populations naturelles. Donc en serre, là le sol je le contrôlais, je pouvais regarder la conductivité, tout ça. Après la même chose a été faite donc sur des populations naturelles, où là pour l'instant je n'ai que des mesures de conductivité et de teneur en eau. Mais justement ça va être fait cette année de faire un peu plus d'études sur le sol, donc la teneur en carbone, en azote, plus aussi sur la sédimentaux, comme c'est des milieux typiques des chors, donc des présalés, mais on a aussi certaines populations qui sont en dunes, d'autres en prairies, donc c'est assez hétérogène. Donc oui, une étude est prévue dessus. Nous avons le temps encore pour une dernière question. Moi, je vais en avoir une. Est-ce que tu sais à peu près combien il y a d'espèces envahissantes en Bretagne? Enfin, en plantes, hein, bien sûr. En plantes en Bretagne, alors j'ai pas les chiffres en tête, je les ai vus passer, mais il y en a quand même pas mal. Pour les plus connus en Bretagne, on a l'arbre à papillons, l'herbe de la pampa, la griffe de sorcière, mais j'ai pas les chiffres en tête, mais on en a quand même, c'est pas la seule. D'accord. Merci. Bon bah, merci encore Marie. Merci. Tu peux reprendre? Je crois que c'est bon, oui. En tout cas, on a notre prochaine participante qui est assise. Donc, elle est déjà prête, elle est au taquet. Donc du coup, pour cette deuxième session, on va commencer par les Pechakucha. Donc nous allons écouter d'abord Pauline et après nous aurons Benoît. Et ensuite, après ces deux Pechakucha, nous aurons la deuxième session de Kizako. Et puis un petit temps pour les remises de prix et ensuite la clôture de cette 5e édition de Sciences en thèse. Donc on va commencer tout de suite avec Pauline. Alors, donc Pauline qui est doctorante au Collège de Sciences de la Vie et de la Santé au LBAI, lymphocytes B, auto-immunité et immunothérapie, UMR 1227. Alors, tac, on va juste pour cette présentation-là. Et attends, ça a commencé du coup. Alors, bienvenue à bord. Je vous embarque avec moi dans l'histoire de ma thèse, les phares du corps humain et leur éclairage sucré. Comme en mer, notre corps a besoin de repères pour braver les tempêtes. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment les cellules... C'est passé trop vite. C'est parce qu'il y a un problème, je pense. Au pire, clique. Ouais, tu me dis quand tu cliques. Alors, bienvenue à bord, une nouvelle fois. Je vous embarque avec moi dans l'histoire de ma thèse, les phares du corps humain et leur éclairage sucré. Comme en mer, notre corps a besoin de repères pour braver les tempêtes. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment les cellules interagissent et communiquent entre elles et pourquoi un éclairage sucré semble indispensable. Lorsque notre corps est attaqué par des microbes, une tempête immunitaire éclate. C'est un véritable chaos où notre corps tente de rétablir l'ordre. Alors virus, champignons, bactéries, ces envahisseurs perturbent l'équilibre immunitaire. Un tas de cellules rentrent en action. Certaines sont capables de tuer directement les ennemis. On les appelle les torpilleurs.
D'autres sont capables d'avaler et de digérer les bactéries, on les appelle les cargos, et d'autres sont capables de produire des molécules qui agissent à distance comme des missiles. Alors ces cellules, on peut les comparer à des navires qui bravent la tempête. Certains vont directement droit vers l'ennemi, d'autres patrouillent pour détecter les dangers. Mais comment font-ils pour savoir où aller, quand et comment? S'il n'y a pas de repère, c'est une véritable catastrophe. C'est là que les phares rentrent en jeu. Les phares permettent de guider les navires pour éviter qu'ils fassent des naufrages. Les phares permettent aux navires de les guider pendant la nuit, d'assurer les communications et d'éviter tout danger. Alors, sans les phares, sans repère, on ne pourrait pas braver les tempêtes. Dans notre corps, il existe des phares biologiques qu'on appelle les lymphocytes B régulateurs. Ces cellules sont capables de communiquer et de guider les torpilleurs, les paquebots ainsi que les missiles. Autrement dit, ils sont capables de communiquer avec les autres cellules immunitaires. Finalement, ces lymphocytes B régulateurs permettent le calme après la tempête. C'est ce qu'on appelle l'équilibre immunitaire. Cela permet que la réponse ne soit ni trop forte pour que le corps ne s'attaque pas à ses propres cellules, ni trop faible pour que la bactérie ne reste pas dans le corps. Donc finalement, il y a un équilibre des navires lors de la tempête. En parlant de ces navires ont une certaine touche sucrée qu'on appelle la glycosylation. Ce nom barbare pour dire qu'on ajoute des sucres aux cellules. Ici, les sucres sont représentés par des formes géométriques de différentes couleurs qui s'embriquent ensemble pour former des signatures glycosidiques propres à chaque cellule. En effet, cette glycosylation est unique et indispensable aux cellules. Elles permettent aux cellules de bien fonctionner, de survivre et de bien communiquer. Donc, cette touche, elle est également unique puisqu'elle rend chaque cellule unique avec ses fonctions. Un peu comme avec les navires, ils sont tous différents puisqu'ils réalisent chacun une fonction différente. Revenons à nos phares. Nos phares, c'est un peu comme nos phares biologiques, c'est un peu comme nos phares du coin. Il en existe plusieurs, le phare du four, le phare du petit minou. Ils sont tous différents puisque tous affinés avec soin, plus ou moins grands, plus ou moins lumineux. Alors nos lymphocytes B régulateurs sont tous différents. Ils ont chacun une glycosylation et on peut dire que la glycosylation peut être la lumière des phares. Il peut y en avoir plusieurs et elles permettent aux cellules de bien fonctionner. Donc cette glycosylation qui est super importante, on pourrait se demander, parce que quelquefois les lymphocytes B régulateurs sont défectueux, donc comme dans les maladies auto-immunes, les lymphocytes B ne régulent plus, c'est-à-dire que nos phares biologiques n'éclairent plus. Et notre grande question de cette thèse est de savoir si la glycosylation entre un phare fonctionnel ou non est différente. Pour répondre à cette grande question, la première étape est de créer des phares biologiques fonctionnels. Donc à partir du sang de donneurs sains, nous allons isoler nos cellules d'intérêt et ainsi les cultiver dans un milieu nutritif particulier pendant 4 jours. Et donc cet objectif est de créer des phares biologiques. Donc la seconde question est de savoir est-ce que ces phares biologiques sont fonctionnels? Est-ce que nos lymphocytes B régulent les autres cellules immunitaires? Est-ce qu'ils régulent les cargos et tous les autres navires? Donc si oui, le lymphocyte B régulateur permet de bien communiquer avec les autres cellules immunitaires, on peut passer à la seconde étape. La seconde étape qui est l'analyse de leur glycosylation. Nous allons voir quelle est la lumière de ces phares biologiques. La lumière est-elle bleue, rouge, jaune, plus ou moins intense? Quel est le sucre finalement qui se trouve à la surface de nos cellules? Mannose, fucose, glucose. Une fois qu'on a établi le profil glycosidique de nos lymphocytes B régulateurs, eh bien nous allons le faire de même pour nos lymphocytes B défectueux. Donc à partir de 100 de patients atteints de maladies auto-immunes, nous allons vérifier que leurs lymphocytes B ne régulent plus, que leurs phares sont dysfonctionnels, et nous allons donc analyser leur glycosylation. Est-ce que la lumière est plus ou moins intense chez eux? Et là, nous allons faire donc des différences. Et si cette différence est significative, si oui, il y a bien une différence de glycosylation entre les lymphocytes B régulateurs et les lymphocytes B défectueux, entre un phare non fonctionnel et un phare fonctionnel, eh bien, on peut très bien s'imaginer créer des molécules qui vont venir donc soit augmenter ou diminuer la production de certains sucres
et ainsi donc rendre nos phares non fonctionnels fonctionnels ou nos lymphocytes B non régulateurs régulateurs. Et donc aider les malades à guérir ou au moins à améliorer leur vie. Donc finalement, cette thèse nous pose la question, c'est est-ce qu'on pourra maîtriser toutes les prochaines tempêtes, même si à Brest la météo reste instable, eh bien on espère pouvoir comprendre tout sur nos phares biologiques et sur leur éclairage sur clé, donc leur glycosylation, et donc pouvoir créer des médicaments. Alors l'aventure va toucher à sa fin. Veuillez accoster, et donc je viens de vous présenter ma thèse, le rôle de la glycosylation dans l'acquisition des fonctions régulatrices du lymphocyte B. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public sur la thématique de recherche de Pauline? Est-ce que le jury est... Oui. Non, c'est sur le côté... Non, si, c'est bon. Moi, j'avais une question par rapport à la glycosylation sur les lymphocytes B. Est-ce qu'il existe des différences hommes-femmes ou est-ce qu'on est sur vraiment des populations de lymphocytes B glycosylés qu'on peut retrouver en gros chez tout le monde, ou est-ce qu'il existe aussi une interindividualité importante au niveau des patients, enfin pas des patients, justement des volontaires sains? Actuellement, moi, je travaille sur tous nos donneurs sains. C'est vrai que je n'ai pas encore regardé s'il y avait une différence entre hommes, femmes. Même, je pourrais le regarder en fonction des âges, puisqu'on obtient des donneurs de tout âge. Mais effectivement, c'est une bonne question, je pourrais regarder. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Ah si, il y a une question. Merci Pauline. Si, il y en avait une, je crois qu'il y en a une au fond à gauche aussi. Alors très très longtemps. Ça sera pas moi, et je pense que ouais, ça peut prendre du temps. On y est au tout début. Pour l'instant, je vois qu'il y a des différences de glycosylation. Quand je mets des inhibiteurs, on peut voir des différences dans la régulation. Maintenant, pour qu'il y ait un médicament, je pense qu'il va falloir attendre un peu trop de temps. Et une petite question aussi. Vous avez parlé de maladies auto-immunes. Est-ce que vous avez des exemples de ces maladies Alors oui, il en existe. Il y a le syndrome de Sjögren, le lupus érythématodisséminé, la polyarthrite. Il y a plusieurs maladies, et dans ces maladies, ça dépend. Il peut y avoir soit un excès de lymphocytes B, ou soit justement une défaillance dans les lymphocytes B. Ça peut également toucher d'autres cellules immunitaires. Après, nous, du coup, on a un labo qui s'intéresse aux lymphocytes B. Et après, sinon, au niveau même des symptômes, un symptôme de Sjögren, ça va être une sécheresse qui se voit plutôt sur le visage. Et sinon, après, il y a certaines maladies auto-immunes aussi où on ne voit même pas les symptômes. C'est un peu une maladie un peu cachée. C'est d'où la difficulté de travailler sur ces maladies. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions pour Pauline? Non? Merci beaucoup, Pauline. Et donc, on va accueillir notre deuxième Pecha pour cette session, Benoît Laurent, qui est à l'école doctorale Sciences de la mer et du littoral, IFREMER, laboratoire d'océanographie physique et spatiale, UMR 6523. Et je vais juste préparer, je te donne le micro. Allô? Ah oui, c'est bon, ça marche. Ok. Le réchauffement climatique, la montée du niveau des eaux, c'est des sujets très en vogue en ce moment, mais comment est-ce que ces deux sont liés? Comment est-ce que le réchauffement de l'atmosphère est lié à la montée du niveau des eaux? Dans cette présentation, je vais vous présenter les différentes raisons de la montée du niveau des eaux et les différents facteurs qui sont liés à ceci. Donc tout d'abord, on peut regarder cette carte qui représente les tendances du niveau de la mer entre 1993 et 2023. En clair, ce que ça dit, c'est que quand c'est vert et rouge, c'est que l'eau a monté depuis 1993, et quand c'est bleu, c'est qu'elle a descendu. Donc on peut voir sur la majorité de la planète que l'eau a descendu, à part à quelques endroits particuliers.
Et sur ces quelques endroits, on voit des phénomènes bien réels, comme par exemple au Texas ou en Thaïlande, on a des inondations de plus en plus fréquentes, ou même au Japon, qui sont habitués aux inondations, les événements extrêmes augmentent en fréquence et en amplitude. Donc il est très important de pouvoir modéliser ça afin de prévenir ça. Donc ici, on a une figure particulièrement compliquée, mais en réalité, on va l'approcher petit à petit. On va juste se concentrer sur la courbe noire ici, qui représente le niveau de la mer global entre 1993 et 2020 ici. On peut voir qu'il monte, et on va découper ça en différentes raisons pour lesquelles ce niveau de la mer augmente. La première raison, on l'a vu, elle est connue, c'est la fonte des glaciers. Donc les glaciers du Groenland et de l'Antarctique notamment, qui fondent directement dans la mer et qui font monter le niveau de l'océan global. Mais on peut aussi se demander pourquoi est-ce que ça ne compte pas les glaciers type arctique, qui sont aussi extrêmement importants. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de physique avec la poussée d'Archimède, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a un glaçon dans un verre et que le glaçon il fond, le niveau de l'eau ne change pas. Et l'Arctique est un grand glaçon dans un très grand verre. Donc en réalité, l'Arctique n'affecte pas l'apport d'eau. Cependant, ce qui affecte, c'est aussi les lacs qui s'assèchent, les eaux souterraines. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la carte que je vous ai montrée précédemment, il y a la mer Caspienne qui avait une tendance très à la baisse, parce qu'elle se vide graduellement, et l'eau de la mer Caspienne, elle va aller dans l'océan. L'océan qui va donc monter en conséquence. Donc cet apport d'eau comprend 60% de la montée du niveau global, mais les 40% restants, c'est l'expansion thermique. Donc comme on peut voir ici, c'est l'eau chaude gonfle et prend plus de place que l'eau froide, basiquement. Et donc cette expansion thermique qui va s'augmenter au fur et à mesure que l'océan se réchauffe. Donc on est bon. Si on additionne expansion thermique et apport de masse, on a donc le niveau de la mer globale. Donc c'est parfait, on est bien. Le problème, c'est que, comme on a vu sur la figure tout au début, le niveau de la mer ne monte pas pareil partout. Et le pêcheur qui habite en Indonésie, ça lui fait un peu bon dos que ça monte seulement à 4,4 mm par an, quand chez lui, ça monte au double. Et qu'il a les pieds dans l'eau et que son chat est en train de faire du crawl dessus ses croquettes. Donc, on se demande exactement quelles sont les raisons régionales pour lesquelles ce niveau de la mer augmente. Et une des premières raisons régionales, c'est par exemple la salinité. Donc, comme on a vu précédemment avec la fonte de la banquise, ça ne change pas vraiment le niveau de l'eau. Par contre, ce que ça fait un grand apport d'eau douce. Et ce grand apport d'eau douce va changer la salinité au niveau régional. Et l'eau salée est plus dense que l'eau non salée. Et donc, ça prend moins de place. Un autre facteur aussi, c'est la circulation océanique. Donc, encore une fois, ces flux d'eau, de chaleur, etc., ne sont pas automatiques. Et donc, ils créent des courants et des flux qui vont, de pareil, changer la surface de l'eau. On peut notamment observer le Gulf Stream en rouge là-haut et le Kuroshio. Si on regarde notre carte précédente, le Kuroshio et le Gulf Stream, on les observe directement. Parce qu'ils sont entièrement que des conséquences entières de ce genre de phénomène. Notamment le Kuroshio qui est un parti pic d'élévation là-dessus. Alors, une autre raison encore, c'est les interactions climatiques. Alors, on a les dépressions océaniques, donc les baisses de pression qui font gonfler le niveau de l'eau. Vous avez probablement entendu parler du terme dépression lors du journal de 20h. Mais on a aussi le vent qui souffle à la surface de l'eau, qui emporte avec lui l'eau. On a aussi du coup la géologie, avec les îles qui s'enfoncent sous la terre, sous l'eau, sous le poids des bâtiments, ou alors au contraire qui gonflent et qui s'élèvent au-dessus de l'eau parce qu'ils ont perdu le poids des glaciers. C'est à peu près le même phénomène. Il y a aussi le pompage des eaux souterraines qui peuvent aussi causer cette subsidence. Donc tous ces facteurs-là, afin de pouvoir faire des projections sur la montée du niveau des eaux, on utilise tous ces facteurs-là, on les met dans un modèle. Ce modèle, il y a aussi une variabilité naturelle qui s'y ajoute par effet papillon. Il y a des petits changements qui vont causer des grosses conséquences. Et on obtient du coup une projection. Donc moi, personnellement, pour ma thèse, j'étudie ces modèles, je les compare et je les évalue sur 4 de ces facteurs, donc la température, la salinité, la circulation des deux et la variabilité naturelle. Donc
Un autre facteur qu'un modèle doit avoir, c'est la résolution. Alors évidemment, sur Terre, on a 36,1 millions de milliards de litres d'eau dans l'océan. Donc on ne va pas tous les modéliser. Donc on va essayer de pixeliser un peu notre image afin de pouvoir avoir quelque chose d'abordable par nos ordinateurs courants. Donc pour avoir un bon modèle, on doit faire un exercice d'équilibriste entre 3 facteurs. Le modèle doit être le plus mondial possible, le plus global possible. Donc il doit, idéalement, de la taille de la Terre. Il doit être répétable, histoire qu'on puisse faire le plus possible afin d'enlever cette variabilité naturelle que j'ai parlé plus souvent. Et il doit avoir la plus haute résolution possible afin d'avoir d'être le plus exact. Une application de ça, par exemple à Brest, avec ces modèles, c'est on peut par exemple faire la prédiction que d'ici 2050, le port et le bord de la Pinfeld seront des zones inondables. Donc peut-être, on ne sait jamais, mais que les prochaines fêtes maritimes de 2052 se passeront avec des bottes. Ah oui, c'est vrai, la question. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour le sujet de Benoît ? Non, ça n'a pas l'air de poser trop de questions, la montée des eaux. Hop, merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'avais une petite question sur la comparaison d'échelle. Enfin, quand on regarde à l'échelle globale, on voit 2 processus qui sont responsables majoritairement de la montée des eaux. Et à l'échelle régionale, on voit qu'il y a d'autres processus qui s'ajoutent. Comment ça se fait qu'on ne les retrouve pas à l'échelle globale ? Parce que la plupart de ces processus s'annulent à l'échelle globale, en fait. Si on prend par exemple la salinité, la salinité à l'échelle régionale, elle est très forte parce que on a des gradients de salinité très forts. Mais à l'échelle globale, la salinité, l'impact de la salinité est relativement faible parce que sur la majorité de l'océan, les gradients de salinité ne sont pas si grands. C'est pareil pour la circulation océanique en final. Parce qu'à l'échelle globale, on prend la moyenne de l'océan, donc la circulation océanique, c'est vraiment des gradients de hauteur de l'eau causés par les courants. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, au fond. Merci pour ta présentation. Moi, j'ai une question concernant les différents facteurs que tu as dit que tu prenais en compte. Comment tu as choisi ceux-ci par rapport aux autres que tu n'as pas pris en compte ? C'est quoi qu'est-ce qui fait que ceux-là sont plus importants que les autres ou... Comme on a vu précédemment, c'est moi en fait la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que j'étudie le stérique, c'est-à-dire l'influence de la densité sur le niveau de la mer. J'étudie principalement ça. Donc c'est pour ça que les facteurs que j'ai pris, c'est les facteurs qui influent la densité, c'est-à-dire la salinité et la température. Mais sinon, il y a d'autres facteurs que j'ai pas pris en compte. Il y a même d'autres facteurs qui sont encore plus mineurs, qui sont pas dans cette présentation, comme par exemple l'évolution des forces gravitationnelles qui sont pas égales partout et qui est pas constante non plus. Oui, Fabio a une question. Alors ça arrive. Merci pour la présentation. Moi, j'aimerais bien que tu reviennes sur l'idée de la mer Caspienne. J'ai pas tout compris pourquoi, s'il n'y a plus d'eau en mer Caspienne, il y en a plus dans l'océan. S'il n'y a plus d'eau en mer Caspienne, l'eau elle va quelque part. Après, en mer Caspienne, il y a d'autres facteurs en mer Caspienne. Il y a aussi la mer Caspienne, elle se vide aussi parce qu'il y a beaucoup de barrages. Mais généralement, quand même, il y a quand même une grosse tendance à la baisse dans la mer Caspienne, hors de ça. Et l'eau de la mer Caspienne finira dans les océans parce que justement, elle ne s'arrête plus dans la mer Caspienne, quoi. Mais alors, c'est-à-dire, c'est le cycle de l'eau, c'est plus ou par moins, quel processus ? C'est plus ou moins, ouais. C'est juste la mer. Je comprends pas la question. En fait. Comment ça se vide de la mer Caspienne à l'océan en fait, je suis pas sûr qu'il y ait des trucs directs. Par contre, ça s'évapore et quand ça repleut, ça finit ailleurs. Okay. Mais, ouais. Super, merci. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ? Non, je pense que c'est bon. Merci encore, Benoît. Et donc,
la présentation de Benoît clôturer la session Pecha-Kucha, la deuxième. Et donc, on va demander au jury, donc il y a une session de délibération pour choisir notre premier prix Pecha-Kucha. Donc, je ne sais pas comment le bureau a organisé, s'ils avaient une salle pour délibérer peut-être, ou s'ils le font à l'extérieur. D'accord. Apparemment, vous devez le faire à l'extérieur. Voilà, vous restez à la porte. Et pendant que le jury délibère, on va avoir le droit donc à notre deuxième session Kezako avec notre première participante. Valentine. Pour rappel, le meilleur participant aux questions sur le Kezako a le droit à un paquet de bonbons. Hein. N'oubliez pas de poser des questions. Et alors c'est soit le meilleur participant ou celui qui trouve le sujet de recherche. Donc voilà, je vais laisser la parole à Valentine. Pardon, c'est à moi de faire défiler. Donc, Kezako. S'agit-il d'un élément biologique? Oui. Est-ce que c'est vivant? Non. Est-ce que ce sont des gènes? Non. Est-ce que ça vient d'un animal? Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ce sont des neurones? Non. Est-ce que ce sont des pathogènes? Non. Peut-être tu peux les aider un peu avec une question orientée. Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est quelque chose déjà de solide? Levez la main pour ceux qui pensent que c'est solide. Ok, en effet, c'est quelque chose de très solide. Alors, vous dites que c'est un élément d'origine biologique. Est-ce que c'est un élément d'origine biologique, mais qui a été transformé par l'être humain? Non. Est-ce que c'est de l'os? Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Même le jury peut poser, même s'ils n'ont pas assisté dès le début. Donc c'est biologique, ça vient d'un animal, c'est de l'os. Alors, j'ai une autre question, sinon c'est est-ce que ça peut nous servir dans la communication? Alors, qui pense que ça peut servir dans la communication? En effet, c'est super utile pour communiquer. Il provient de l'oreille? Oui. Il y a une question tout en haut. Après, il y a une question aussi pour Lucie. Il y a une question tout en haut. Est-ce que ce sont des otolithes? Non. L'enclut, le marteau au niveau de l'oreille? C'est le dernier qui n'a pas été cité. Ça ressemble à un étrier, ouais. Oui, c'est l'étrier. Ce sont des étriers récupérés chez la souris. Donc voilà, mon sujet de thèse, en fait, il porte sur les pathologies de l'audition. Je travaille sur les surdités génétiques. Et donc actuellement, je récupère des souris au niveau du conduit auditif, de l'oreille moyenne et l'oreille interne chez la souris
pour comparer les interactions de l'ADN dans les différentes cellules. Et donc, pour voir la régulation des gènes dans ces cellules-là, puisque chez l'humain, chez les patients, on récupère des cellules du conduit auditif et de l'oreille moyenne. Et donc, il faut voir si dans l'oreille interne, on a la même régulation des gènes au niveau repliement de la chromatine, donc repliement de l'ADN dans les cellules, pour voir si la régulation est faite de la même manière, ce qui permettrait finalement, avec des cellules qu'on récupère du conduit auditif, donc à l'extérieur chez les patients, pourrait donner des indications finalement sur comment sont régulés leurs gènes dans l'oreille interne. Merci beaucoup, Valentine. Merci beaucoup, Valentine. Et donc maintenant, laisse la parole à Titouan. Alors, Titouan qui est de l'école doctorale Sciences pour l'ingénieur et le numérique, LabSTIC UMR 6285, ENSTA Bretagne, et dans l'équipe Robex. Et donc... Alors, pour mon Kesako, du coup, c'est un objet. Je vais pouvoir le faire passer, comme ça vous pourrez l'avoir en main et vous pourrez mieux le regarder. Et donc après, je vous laisse poser des questions. Ouais, en fait, ce que vous voyez à l'image, c'est exactement l'objet. C'est juste si vous voulez le toucher, mais globalement, il est grand comme ça. Il n'y a pas de grande différence, c'est juste pour ceux qui veulent le toucher. Est-ce que ça sert à prendre des mesures ? Oui, en quelque sorte. La question ça va être un peu similaire. Est-ce que c'est une sonde ? Qu'est-ce que tu entends par sonde ? La réponse, je pense que c'est non. Bon, ouais, je pense que c'est non. Ça rejoint la... Ok. Mais dans l'idée, vous n'êtes pas très loin, quoi. Est-ce que c'est un capteur qui se met dans l'eau ? Oui. Est-ce que ça contient un accéléromètre ? Oui, il en a aussi. Qui marche pas très bien sur celui-ci, hein, d'ailleurs, si vous utilisez cette marque, mais il y en a. Est-ce que c'est en lien avec un satellite ? Alors, pas directement, mais vous verrez quand je vous expliquerai ce que c'est qu'il y a quand même un lien. Est-ce que ça flotte ? J'ai pas vu qui parlait, mais ok. Non, ça ne flotte pas. Oui. Oui, exactement. Ça permet de se repérer dans l'espace et du coup sous l'eau. Je pense qu'on peut s'arrêter là parce que c'est à ça qu'il sert cet objet. Donc on peut peut-être passer à l'image d'après. Voilà. Donc en fait, l'objet que vous avez là s'appelle un USBL. Son but, c'est de retrouver les autres qui sont dans la scène. Donc il va envoyer du son autour de lui. Il a plusieurs petites broches que vous voyez donc, sur l'image de gauche. Chacune de ces broches, du coup, va être un émetteur. Et donc en émettant autour de lui, il va attendre les temps de réception des autres. Et donc il va pouvoir les localiser en les triangulant autour de lui. Et donc en fait, ça fait exactement ce qui se passe pour les satellites. Donc quand ils sont en orbite, votre téléphone, par exemple, va parler avec tous les satellites qui sont autour de lui. Chacun des satellites sait à peu près où lui il est. Et donc il renvoie l'information « je suis à telle distance par rapport à toi ». Et donc au final, votre téléphone, en parlant avec par exemple 20 satellites, sait exactement où il est. Et c'est exactement la même chose, mais sous l'eau. Donc moi, je les mets sur mes robots. Le but de ma thèse, c'est de faire collaborer, disons, une dizaine de robots qui sont tous hétérogènes. Donc là, comme là dans la scène, on peut avoir un bateau de surface qui va avoir un USBL, mais ça peut être d'autres robots qui, eux, sont profilés plus type torpille ou type ROV, donc téléopéré. Chacun porte ce type de capteur et donc ils peuvent se repérer les uns aux autres. Donc c'est vraiment une toute petite partie de ma thèse, c'est juste que ce capteur, je le trouve intéressant. Mais voilà, donc moi je travaille sur la collaboration des robots sous-marins et appliqué au docking, donc l'amarrage entre ces robots pour faire de nouveaux mouvements. Voilà. Merci beaucoup. Titouan. Et donc on passe au dernier Kesako de la journée avec Mélodie Lebrun, du coup, qui est en deuxième année de thèse à l'école doctorale Sciences de la mer et du littoral au sein du LEMAR, équipe Panorama avec le projet ClimClam. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Oui, j'en ai une là tout en haut et j'ai Titouan. On m'a dit de commencer, du coup j'y vais. Est-ce que ce sont des... Bon, j'y vais. Donc, est-ce que c'est des escargots qu'on voit ? Non.
Est-ce que ce sont des fruits de mer? Oui. Alors, il y a une question tout en haut. Il y a une question devant aussi. Est-ce que ce sont des palourdes? Oui. Est-ce que vous étudiez le mouvement des palourdes? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Laurent. Est-ce qu'elles sont malades, ces palourdes? Des fois oui, des fois non. Est-ce que tu travailles sur la toxicité? Non. Est-ce que le but, c'est d'étudier les populations de palourdes et les densités dans différents endroits? Non. Est-ce que tu viens leur prélever quelque chose? Oui. Est-ce que dans les seringues, c'est de la nourriture? Non. Est-ce que tu regardes l'influence du milieu sur les palourdes? Qu'est-ce que tu appelles le milieu? Leur habitat. Là où elles vivent. Plus ou moins. Est-ce que tu modifies la génétique de ces palourdes? Non. Attends, il y a Benoît qui a une question. Est-ce que tu regardes les interactions interpalourdes? Non. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que ces palourdes ont chaud? Levez la main pour dire oui. C'est plutôt mi-figue, mi-raisin, je dirais. Alors, est-ce que ça... Ah, Laurent. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, oui, Lucie, attends. Est-ce que tu étudies l'impact de la chaleur sur la motricité des palourdes? Oui. Est-ce que, en plus de la motricité, tu évalues leur performance énergétique? L'impact du changement climatique et donc de la température, le réchauffement climatique sur leur performance énergétique? Oui. Je vais poser une deuxième question pour vous aider. Est-ce que vous pensez que dans la seringue, il y a un pathogène? Alors, levez la main pour ceux qui pensent oui. Souvent, ça doit orienter. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a bien un pathogène? Oui. Est-ce que ton but, c'est de savoir comment les palourdes vont réagir au développement de pathogènes avec le réchauffement climatique? C'est tout à fait ça. Donc je regarde comment le changement climatique va impacter la palourde niveau physiologie. Là, en fait, on a des fils de pêche accrochés aux palourdes parce que je regarde l'enfouissement, comment le changement climatique, donc la chaleur, je regarde aussi les dessalures, comment ça va impacter l'enfouissement. Je regarde aussi comment j'étudie un pathogène qui est très lié à l'environnement, très lié aux températures et aux dessalures. Donc j'étudie ça aussi, comment l'interaction entre le changement climatique futur va influencer cette relation avec la maladie, mais aussi avec son microbiote. Je m'intéresse également au microbiote.
Donc la deuxième session Kesako est finie et donc notre journée... Juste, est-ce qu'on pourrait encore applaudir tous les doctorants qui ont fait un Kesako et un Pechakucha quand même? Parce que c'est pas non plus facile d'être devant du monde avec des inconnus. Voilà. Et donc du coup, on va les récompenser. Voilà. Et donc du coup, on va appeler le jury à venir devant, s'il vous plaît. Puis du coup, on va laisser la parole à Lucie, qui est quand même l'invitée d'honneur de Sciences en Thèse de cette année, pour du coup donner le grand gagnant ou la grande gagnante du Pechakucha. Alors, c'était super bien. Franchement, félicitations. Je suis impressionnée. Toutes les 20 secondes, là, comment ça doit être stressant. Donc, félicitations. C'est vraiment trop bien. Donc, j'y vais, du coup. Ok, du coup, on a plébiscité Marie. Parce que vraiment, c'était vraiment super bien. Elle est où? Elle est partie? Elle est là. On a trouvé vraiment que, en fonction de tous les critères qu'on avait, tu remplissais, tu cochais toutes les cases. T'étais à l'aise, c'était hyper clair. Il y avait une super créativité. Je sais pas si vous voulez rajouter des trucs. Ça donne envie de retourner à l'école. Non mais voilà, tu avais pris les choses sous un angle original et c'est vrai que réussir à vulgariser aussi comme ça, en nous prenant par la main tout au long de ta présentation, ça a matché en fait. Merci. On va passer au prix des posters. Tout à fait. Pour rappel, on avait 2 posters qui ont été sélectionnés par l'association et un poster qui a été prix du jury également. Voilà les 3 posters gagnants. Donc celui proposé par Anne, par Adrien et par Domitil ou Domiti, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc on vous invite aussi tous les 3, si vous êtes dans la salle, à descendre et venir récupérer vos prix. Félicitations. On voulait juste... Le choix était particulièrement compliqué parce que vous avez tous fait un boulot vraiment énorme de vulgarisation et de visualisation qui était vraiment très sympathique. Donc bravo à tous en tout cas. Effectivement, il faut faire des choix malheureusement et les choix sont toujours cornéliens. Mais voilà, en tout cas, effectivement, tu voulais rajouter un... Et ce qui tombe bien, c'est que notre prix du jury et le prix du bureau étaient les mêmes. Vous étiez notre top 3. Donc comme quoi, on a les mêmes avis. Donc bravo à tous les 3. Marie, si tu peux revenir devant, histoire qu'on fasse une photo avec les membres du jury et les gagnants entre les différents prix. Allez-y. Et encore un grand bravo à tous. Aussi également à tous les doctorants qui ont fait un poster, parce que c'est pas non plus facile. Il y a quand même du grand niveau. Donc voilà. On peut vous laisser reprendre chacun vos places, et puis on va pouvoir procéder au mot de la fin. Un mot de clôture de l'événement par la présidente de l'association, donc Aline. Donc, je te laisse la parole. Bon, merci à tous d'être venus assister à cette journée. Nous, c'est un travail qui nous a pris 1 an pour organiser la journée, donc on est très content que vous soyez venus en nombre. Merci à tous les doctorants qui ont participé, parce que vraiment, vous avez fait un travail de fou. Il y avait des très belles présentations, des très beaux posters. Donc merci tous les ans de revenir et de nous proposer des choses encore plus créatives. Merci aux membres du jury d'avoir accepté de faire partie du jury de cette édition. Merci à Lucie d'avoir fait le déplacement depuis Tours alors qu'il y a eu quelques péripéties. Je tiens également à remercier nos financeurs, sans qui l'événement ne serait tout simplement pas possible. Les ateliers des Capucins, Tanguy et Ilias, qui font aussi beaucoup de travail pour la présentation. Et puis tout le bureau de Dacodoc également, avec qui on a passé une super année tous ensemble, je pense qu'on peut le dire.
Voilà, j'espère que j'oublie personne dans les remerciements. Mais merci à tout le monde on tient à d'être remercier venu. notre présidente qui nous a bien tous organisés.